Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Pour ce tout premier épisode 2021, je voulais marquer le coup et saluer une nouvelle année qui sera, je le veux, sous le signe du sourire et du partage. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter tous les meilleurs. Et première chose positive de l'année, je reçois dans ce nouvel épisode de La Colle Cyril de Lasterie, alias 2020. Cyril a eu 1000 vies. De ses années en agence de com aux premières fois où il s'est retrouvé seul en scène pour jouer un spectacle qu'il avait écrit. Il évoque sa passion pour les Monty Python, son aventure avec Loïc Lemeur, son cuisse contre cuisse avec Demi Moore et summum du kiff, sa rencontre avec John Cleese. Plus qu'acteur de sa vie, il a compris qu'il pouvait en être l'auteur et ça, c'est inspirant. Je vous invite à partager avec moi ma rencontre avec un homme aux 1000 histoires. Il était une fois Cyril de Lasterie. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de La Colle. Je suis aujourd'hui avec Cyril. Salut Cyril. Salut Pierre. Alors Cyril, j'étais hyper impatient de cet enregistrement parce que je sais pertinemment qu'il y a un risque non négligeable que ça parte en tchatchouka. Et ça me fait plaisir. Ouais. Parce que quand on publie un bouquin qui s'appelle « Les caniches se font rarement un brushing le dimanche Ouais. », voilà. Moi, ça me plaît. Je ne sais pas. Tu veux que ça parte en cacahuète ou tu veux Ouais, mais oui, franchement, on est là pour ça. Je sais pas. Écoutez, Monsieur Cyril de Lasterie du Saillant de Comborn de Saint-Viance. D'accord. Oui, j'ai fait des recherches. Alias 2020, c'est ça. ou le marquis qui voulait être artiste. Ouais. Noblesse de croisade, né au XIIIe siècle. C'est ça. Comment on vit avec une étiquette comme ça ? Eh ben écoute, déjà c'est assez rare qu'on m'en parle. Donc là, tu as été retapé dans Google un article qui est sorti au moment de ma première pièce du JDD. Écoute, moi ça m'a... Comment dire ? La devise de la famille, c'est en latin « mens immota sed provocatus pugno » et je traduis grossièrement, c'est « mon esprit est tranquille, mais provoqué, je combats ». Ce qui, comme dirait mon fils, c'est en gros, je suis cool, mais il ne faut pas me faire chier. Ouais, c'est bien résumé. Voilà, je vis qu'avec ça. Sur le reste, je n'ai jamais tiré le fil de cette étiquette, comme tu dis. C'est plutôt une longue tradition,
une forme d'éducation, des bonnes manières, et ainsi de suite, mais pas plus que ça, tu vois. Par exemple, je suis pas plus dans la religion que ça, je suis pas plus dans l'exaltation que ça, ni dans la mise en avant de mes ancêtres. J'aime bien, historiquement, j'aime bien savoir, c'est hyper intéressant de pouvoir remonter au XIIIe siècle, de voir Tu comment m'étonnes. tes ancêtres au XVe, au XVIIe, c'est assez fascinant, mais c'est comme si je découvrais un film, en fait, parce que je n'y connais pas. Ouais. Et voilà, à part ça, j'en fais pas une cacahuète. Et ceci, en revanche, quand on m'emmerde là-dessus, alors là, j'aime bien. Là, j'aime bien du coup. Ça agace. Tu te dis pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire? C'est bon, il y a eu une révolution il y a 2 siècles, ça a été réglé. Maintenant, il faut passer à autre chose, mon petit bonhomme. C'est pas moi le problème, tu vois. Euh, donc voilà, j'aime bien, j'aime bien. J'essaie d'être clean comme mes ancêtres, mais ça va pas plus loin. J'ai pas de cheval, pas de château et pas d'armée, quoi. Alors, ce qui me fascine chez toi, c'est que tu as une vie un petit peu hors norme, qui n'a rien à voir avec ton patronyme, mais c'est Mm. des vrais choix de vie, et tu as un parcours de vie qui est étonnant. Et tu écrivais dans ton livre, encore, tu te demandais encore ce que tu allais faire quand tu seras grand. Ouais. Si en quelques mots, là, pour ceux qui te connaîtraient un petit peu ou qui ne te connaissent pas du tout, si tu devais te présenter, tu te présenterais comment? Tu sais, la plupart des gens ne me connaissent pas du tout, hein. Tu es gentil de prendre des pincettes et il n'y a pas de problème avec ça. Je me présente, j'ai encore du mal aujourd'hui, j'arrive pas. Je dirais que le socle, c'est auteur. Moi, le vrai kiff de ma vie depuis petit, c'est d'écrire. Voilà, j'ai des traces. D'accord. C'est pas un fantasme, j'ai des traces gardées par ma mère, des textes quand j'avais 4 ans, 5 ans, il y avait de fautes et tout, mais j'ai écrit depuis petit, petit, petit. Et j'en ai fait un métier, puisque j'ai commencé comme concepteur-rédacteur dans la pub, puis directeur de création dans la pub, puis après j'ai écrit pour le théâtre, pour la radio, enfin j'écris toujours. Ensuite, il y a des mises en forme différentes, ça va sur différents médias, mais la base, elle est textuelle. Donc moi, je suis auteur. Quand j'ai pas beaucoup de temps, je dis je suis auteur. Après, les gens, ils veulent D'accord. creuser, alors je dis bon, bah voilà, je fais ci, fais ça. Mais c'est ça la colonne vertébrale du truc. Sachant que tu es passé par une école de commerce, c'est ça? Ouais, bah, j'ai fait. Cagnes, Hippocagne, école de commerce. Ouais, non, pas Cagne. J'ai fait Hippocagne. J'ai pas été pris D'accord. en Cagne à cause de l'anglais, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que bon, après la suite, l'histoire de la vie Oui. a fait que l'anglais est revenu. Donc, je suis allé faire de l'histoire en fac. Et après, je suis allé à la Subdeco Toulouse faire un master en marketing com. Donc, tu vois, l'itinéraire du mec calme, hein, quand même au départ. Tu vois, Ouais. je me suis pas tué à la tâche dans une prépa et dans un truc. Et après, je suis rentré dans la pub, tu vois, dans le groupe Publicis. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu Ouais. marre. Après, j'ai fait des voyages, tout ça. Et puis, j'ai monté ma propre agence de com. Et je suis devenu entrepreneur par accident euh, en l'an 2000, donc il y a 20 ans. Mais vraiment, c'était pas un kiff, quoi. Je me suis dit pas, waouh, je vais être entrepreneur. C'est juste une conversation qui a dégénéré. J'ai dit, ah tiens, je peux venir avec toi. Puis voilà, on a trouvé des sous, on a monté. Une conversation qui a Ouais, dégénéré. c'est ça. J'adore. Non, enfin, il y a une histoire plus longue, mais. Et puis on a monté l'agence, et elle existe toujours. Et puis moi j'ai bougé, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu, j'ai fait tout un tas de conneries. Ah, on va creuser, Ouais, voilà. t'inquiète. Mais la base c'est auteur, c'est créatif. Voilà, si à la fin tu dois choisir, et si je devais choisir un métier définitif avec une fée, ce serait écrire dans une maison sur le bord d'un lac pendant 6 mois, et après pendant 6 mois aller faire le mariole pour vendre mes écrits. Tu vois, des conférences, des articles, des émissions, des shows, des trucs. 6 mois Oui, ours c'est et ça. 6 mois, je sais pas quoi, quel animal, hyène. Au-delà de la création, derrière, il y a la production. Alors, il y a de la Ouais, production vidéo, il y a de la production audio, des ouais, conférences. T'as une émission de télé, enfin même plusieurs. ouais. Écoute, il se trouve qu'aujourd'hui, toujours, je suis associé dans une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Story Circus, qui est fait notamment Ouais. Data Gueule sur Internet, que les gens connaissent, qui a fait aussi les Mhm. recettes pompettes à une époque que les gens connaissent. Ah, j'adore ça. Ouais, bah c'est bien, nous on faisait la prod exé. Euh, En émission, j'ai une émission qui s'appelait Le Grand Webzé avec François Rollin il y a 9 ans, et puis le 20-20 heures il y a 7 ans sur France 5, qui était une Ouais. émission sur la culture numérique et digitale. On a bien kiffé. Après, j'ai fait une chronique dans Média Le Mag, toujours sur France 5 avec Thomas Hugues. Voilà, j'ai eu une petite expérience télé de 3 ans. Mais après, j'ai arrêté. J'ai bien aimé, mais pas, enfin, tu vois, c'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon plus gros délire de ma life. Je préférais le théâtre à la télé, par exemple. Mais donc voilà, c'était une partie. Je suis toujours associé dans cette boîte de prod. Je continue de produire, mais pour le kiff, des trucs sur Internet, mais tout seul chez moi, pour le Ouais. plaisir d'interviewer des gens comme toi, ou le plaisir de dire des conneries parfois. Voilà, faut s'occuper, hein, sinon vraiment c'est triste, hein.
Mhm, mhm. Moi, j'adore les vidéos au petit matin. Ouais. Écoute, c'est marrant, quand je t'entends à l'instant, je réalise que j'ai commencé par ça en fait. Quand je faisais des vidéos sur Internet en 2005, c'était le samedi matin. Ça s'appelait la vidéo du samedi matin. J'étais vraiment avec une sale gueule, quoi. Le t-shirt crado, les cheveux défaits. Je confirme. Effectivement, c'est ce que les gens préféraient. Tu vois, c'est peut-être précurseur dans la loose Instagrammette du selfie sans intérêt. Et en fait, finalement, je m'aperçois que j'ai recommencé l'année dernière. J'ai recommencé ce que j'appelle le Miracle Morning, Ouais. tiré d'un concept américain d'un auteur escroc. Non, je rigole pas, mais de la théorie C'est un concept, le on va dire que c'est un concept du Miracle concept. Morning qui fait qu'il faut se lever tôt pour vivre mieux, quoi. Tu vois le truc. Ouais. Euh, Enfin, quand on voit ta gueule quand tu te c'est lèves tôt, ça. c'est pas terrible. Non, merci Pierre pour cette. Parce que autant quand c'est moi qui le dis, je trouve que ça drôle. Quand c'est toi, c'est très désagréable. Non, non, mais le Miracle Morning, c'est vraiment mon but. C'était à un moment, j'avais envie de. Je crois que ça commençait un peu avant l'été. Je m'ennuyais et j'avais pas envie de rentrer dans la prod longue et compliquée, à faire du montage, des titres et tout. J'avais juste envie de dire des trucs à la con. Et sur LinkedIn, parce que personne ne faisait des trucs sur LinkedIn, et moi j'aime bien Ouais. aller là où il y a personne, évidemment. C'est là où c'est plus rigolo. Et donc, tu as 10 minutes maxi sur LinkedIn, sinon la vidéo passe pas. Et puis, de toute façon, les gens n'ont pas plus de 3 minutes. Et en général, ils regardent pas plus de 20 secondes. Donc, ça sert à rien de s'énerver. J'ai pris mon iPhone et j'ai fait des vidéos. Voilà. Et puis, rapidement, il y en a une qui a explosé parce que je critiquais une levée de fonds. Et j'ai pris goût, puis j'aime bien. Puis, je cherche pas l'audience. C'est vraiment. C'est fun. C'est pour le kiff. Et c'est Ouais. pour le kiff. Et ceci dit, ça m'a rapporté 5-6 conférences l'année dernière de patrons de boîte ou de machin qui trouvaient ça rigolo et qui se sont dit et qui ont demandé à leur dire comme de me faire venir en conférence. Donc, tu vois, en plus, en bonus, ça m'a fait gagner un peu de sous dans mon métier de conférencier, puisque c'est aujourd'hui le métier qui me fait vivre. Donc, Bah vraiment, ouais, ouais. mais c'est une démarche sincère, si tu veux. Donc voilà, si ceux qui adhèrent, Ouais, ouais, ça peut. c'est sincère. Après, il y a toujours des mecs qui vont dire, ouais, tu fais du marketing. Bah ouais, effectivement, Bah, comme toi avec ton podcast, on est tous une part de sincérité, d'envie, de joie, de boulot. On a des responsabilités, des trucs à faire. Moi, c'est parti d'un truc, une impulsion. Et puis, c'est devenu une habitude. Et puis, si en plus, ça me ramène des confs, c'est la joie, mais j'en attends pas plus. Et quand tu commences à en attendre plus, que ça devient compliqué. Là. Tu rentres dans un schéma où tu commences à regarder les nombres de vues, tu dis de quoi je dois parler pour plaire, et là, c'est fini. Parce que les gens, c'est ouais. comme un chien. Les gens, ils sentent quand t'es pas sincère. Ils Ah, reniflent, ils le sentent. ils sentent, ils aboient, ils viennent te manger le mollet du numérique. Voilà. Le Donc, mollet du ouais, moi, je numérique. continue pour le fun. Non, puis tu vois, ça va me permettre d'enchaîner. Moi, je serais comme ta grand-mère et je dirais, et pourquoi pas? C'est ça. Là, tu fais référence au premier texte, au deuxième texte de mon livre. Ouais. Et oui, oui, c'est l'origine à peu près de tout mon caractère. C'est pour ça que j'en parle dans le bouquin. Parce que, tiens, le mec qui raconte sa life. Mais c'est des petites tranches de Bah, vie. c'est très, très Ah autobiographique bah, quand de toute même, façon, hein. comme tout auteur qui écrit son premier bouquin, moi, c'est une autobiographie morcelée. C'est-à-dire que je choisis que les meilleurs moments, parce qu'on s'en fout complètement de ma vie, a priori. Donc, j'ai plutôt raconté les morceaux qui étaient drôles, ou sympas, ou tristes, ou émouvants, mais en tout cas qui m'ont touché. Et là encore, c'est marrant, mais ce livre, il a 3 ans en fait. La première version, je l'ai lancé il y a 3 ans en faisant un crowdfunding, parce que je Ouais. rêvais depuis toujours de tester un crowdfunding, parce qu'il faut être curieux. 20 sur 20 peut mieux faire, Ça va, c'était il la s'appelait première 20 sur version. 20 peut mieux faire, qui était le nom de mon blog à l'origine. Hmm. Et je voulais voir comment on éditait un livre, tu vois, ces petits côtés. Après, quand tu deviens entrepreneur, ça devient une maladie, tu veux tout faire tout seul. Et donc, j'ai rajouté la ligne édition dans ma boîte. Et puis, pour l'imprimer et tout ça, j'ai demandé 8 000 € sur Internet. J'ai fait mon À la crowdfunding foule. et j'ai Hmm. obtenu 14 000. Donc, t'imagines la joie, ce qui m'a permis de faire venir des illustrateurs de bande dessinée dans mon livre, ce que je kiffais, ce qui m'a permis de mettre des Mhm. photos de ma famille dedans. Enfin, en fait, c'est un kiff personnel énorme. Et puis, avec des gens qui ont. T'as mis le dessin de ta fille en C'est ma couverture. fille qui a fait le dessin de la tête de mort en couverture. À l'intérieur, il y a une illustration de Petit Luc, qui est un dessinateur de BD que je vénérais, parce que mon père le vénérait aussi quand j'étais jeune. Donc, pouvoir faire venir ce dessinateur dans mon livre où je parle de mon père, ça, c'est vraiment, tu vois, c'est des kiffs de vie inexplicables, et c'est pas pour l'argent. Or, il se trouve quand même que le premier livre, finalement, j'ai gagné de l'argent. Parce que je crois qu'à la fin, j'ai pas fait les comptes, mais je crois qu'à la fin, j'ai dû gagner 3 000 € quand même. Ce qui est pas mal pour une opération ce que je gagnerai jamais avec Ouais. cette nouvelle édition qui,
qui sort en plein Covid où il n'y a plus de librairie, où de toute façon, j'ai pas de RP, et puis j'ai tellement de boulot que je fais pas la promo, et puis voilà, ça me saoule. Moi, Et puis, tu as fait je crois que c'était sur LinkedIn, où j'ai vu passer un post où tu décrivais l'équation économique du livre. Ouais, écoute, c'est pareil, ça m'est venu la semaine dernière. Je me disais, mais c'est fou quand même le prix d'un livre. Quelle est la répartition? Parce que même moi, je la connaissais pas très bien. Donc, j'ai été faire des enquêtes, des recherches, puis j'ai vu ce que j'avais touché. Après, j'ai oublié de dire des trucs. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo sur ce sujet parce qu'elle n'est pas complète. Mais effectivement, tu t'aperçois que sur un livre qui vaut 17 euros, mon livre, moi, je touche 1 euro. Et ça me rend dingue, pas pour l'argent lui-même, parce que encore une fois, je compte pas sur ce livre pour vivre, hein, j'ai d'autres activités, et puis il faudrait être fou pour compter sur un livre pour vivre, à part Guillaume Musso, mais moi, il est tout seul. Et 1 euro, et c'est fou, et donc tu t'aperçois que l'imprimeur, c'est 2 euros, l'éditeur 3,50 € le diffuseur 4,50 € et le libraire 5,50 €, et la TVA 95 centimes, presque autant que l'auteur, quoi. Et je trouve ça dingue. Voilà, et j'ai fait cette petite vidéo, elle est à 60 000 vues, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Parce que... Ah, mais enfin, c'est pas étonnant parce que je pense qu'il y a de toute façon plein de gens, et moi le premier, qui se posent des questions sur tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'écrire un bouquin? Ouais. Mais ça vaut le coup, hein. Déjà, Alors attention, c'est pas pareil, c'est pas parce que tu gagnes pas d'argent que ça vaut pas le coup. Moi, je suis persuadé d'abord que c'est tellement kiffant d'écrire un bouquin, évidemment, moi, c'est ma vie. Même pour ceux dont c'est pas le métier, c'est un outil de marketing, de relations sociales, un plaisir personnel qui vaut l'investissement, si tu veux. Quand bien même à la fin, tu en vends 300, c'est un kiff et tu peux le mettre sur ton CV. Et puis quand tu vas chez des gens, tu leur amènes un bouquin. Et si le bouquin est bien, il te sert dans ton business. Donc pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit. S'il n'y a pas de match, il faut écrire des bouquins. Par contre, faut mais pas. pour un gars qui a la difficulté à finir, Euh, c'est un challenge, non? ouais, tu parles de quoi? De littérature là ou de petites parties de sujet plus graves? Oui, alors c'est très compliqué. Moi, je dirais, alors paradoxalement, dans l'écriture, le plus compliqué pour moi, c'est le commencement. C'est comment choisir son sujet, parce que j'ai tellement de sujets, moi, dans la tête qui viennent se télescoper. Je me dis, mais si je pars sur ce sujet-là pendant 12 mois et que c'est pas le bon Ça doit être sujet, un bordel dans ta tête, moi, je te dis. j'angoisse et tout. Alors après, si tu as du mal à finir, ouais, c'est compliqué. Un bouquin, il faut pas que ça traîne, hein, parce qu'après, tu n'as plus envie, puis après, il est obsolète, puis après, voilà, t'as honte, puis tes amis disent, bah alors, Pierre, attendez où ton bouquin, ta gueule? Donc, t'es malheureux, t'es gêné, puis les gens, ils restent comme quand tu dis que t'arrêtes de fumer, puis ils te voient avec une clope au bout de 3 semaines. C'est pareil. Donc, faut pas faire trop le fanfaron, faut l'écrire pour soi, et puis, il faut que ça ait du sens, faut que tu kiffes le truc, quoi. Alors, tout ça, alors, éducation très propre sur lui, Ouais, pas si Buzinval, le collège, que des ouais, garçons, multidiplômé en Jésus, que tu écris. J'adore, j'ai ouais. adoré ce terme-là, tu vois. Non, pas multi, j'ai tous les diplômes en Jésus, effectivement. Pas tous les diplômes en Ouais. Jésus. Et puis alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord une épiphanie, alors, puisqu'on est dans la religion, une épiphanie Ouais. avec les Monty Python and the Holy Grail. Ouais. Ben ça, c'est le début c'est là où j'ai C'est le commencé début à vriller. c'est C'est que le début de la fin. ouais, c'est ça, ouais. Ça a Quand commencé à merder à partir de là. C'est ça, à 13 ans, donc j'étais à Passy-Buzinval, qui est un collège privé catholique, et Ouais. on faisait beaucoup de sport. Et il y avait aussi une salle de cinéma où moi j'allais tous les jeudis. On était peut-être une petite dizaine à être passionnés de cinéma, et j'allais voir tout, hein, il y avait de tout, hein, mais ils nous mettaient des films de ouf, quoi. Dersu Uzala, le film qui dure 4 heures dans la steppe sibérienne, tu vois. Tu avais des jeudis, tu sortais de là, tu avais envie de te tuer. Et, mais un jour, le moine a mis, le frère a mis les Monty Python Sacré Graal. On était une petite quinzaine dans la salle, et ma vie a basculé. C'est-à-dire que mais vraiment, mon cerveau a explosé. Je me dis, mais donc on peut faire ça. Ça existe d'être bête pareil. Ça existe de dire n'importe quoi, d'être adulte et d'être déguisé, d'avoir des noix de coco dans les mains pour faire le cheval, de faire un duel où le mec il a plus de bras, plus de bras et plus de jambes, et dit vas-y, on continue, espèce de lâche. Enfin, tout ça m'a fait mais mourir de rire, et j'étais le seul dans la salle. Les autres, je sais pas, ils pigeaient pas, ou j'en sais rien. Et en sortant de là, je me suis dit, je veux être ça plus tard. Mais comme je dis dans le livre, je savais pas ce que ça voulait dire, être Monty Python. Mhm. Est-ce que c'est comédien, auteur, producteur? On ne sait pas à 13 ans. On se dit juste, je veux faire ça. Donc voilà, c'était ça mon épiphanie. Et le truc je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler, mais le truc dingue, c'est que
donc un des grands acteurs des Monty Python. Plusieurs années plus tard. C'est ça, John Cleese, qui est le grand, là, qui a une démarche stupide, notamment dans un des sketchs du ministère de la démarche stupide. Je l'ai rencontré, c'était comme effectivement si j'avais rencontré John Lennon ou Michael Jackson. Pour moi, c'était, voilà, et on a passé une journée ensemble en Californie, et c'est le plus grand jour de ma vie professionnelle. Le tout filmé en plus, parce que Ouais. moi, à l'époque, j'avais vu la vidéo, parce que c'était dans le cadre de Sismic, on y reviendra là-dessus. Ouais. Et j'avais vu la vidéo, je me suis dit, waouh, là aussi, c'est du kiff, quoi. Bah ouais, quand je suis parti faire Sismic, donc c'était une start-up de vidéo aux États-Unis, en Californie, de 2007 à 2009. C'était une espèce de plateforme vidéo avant l'heure où les gens se parlaient en vidéo. Et donc moi, mon job notamment, c'était de faire venir des gens un peu connus dans la plateforme pour faire parler du truc. Et via un Anglais qui était dans la plateforme, il m'a dit un jour, est-ce que ça t'intéresserait de faire une interview de John Cleese? Il me dit ça à moi en 2008, c'est-à-dire 25 ans plus tard, 25 ans après mon épiphanie. Mais ça m'a fait délirer. Je lui dis, mais tu plaisantes ou quoi? Et donc le mec, il m'a dit, bah, moi je suis à Londres, vous me faites venir et on va aller le voir parce que John Cleese, il habite à Santa Barbara. Donc nous, on était à San Francisco, il suffisait de prendre la voiture, quoi. Et voilà, il est venu et j'ai passé la journée avec mon idole, celui qui m'a donné envie de faire tout ça. On a fait une interview, on a visité sa chambre, on a déjeuné ensemble, il présenté sa fille, c'était hallucinant, quoi. C'est vraiment le plus grand jour de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que si j'avais pas des enfants, je dirais que c'est le plus grand jour de ma vie. Oui, c'est quand même. Voilà, faut être propre. Mais voilà, non, c'était top, c'était hallucinant, quoi. Sachant qu'entre-temps, et plutôt fin du lycée, tu as Marine Ouais. qui prononce une phrase qui va te tuer, Ouais. qui dit combien de chômeurs pour un des proches. Ouais, c'est ça, on se baladait, tu sais, quand t'es jeune et tout. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On se connaissait pas bien avec cette jeune fille que j'aimais beaucoup. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis, bah moi j'aimerais bien monter sur scène et faire rire les gens avec des textes que j'aurais écrits, tout ça. Et elle était paniquée. Elle me dit, mais t'es dingue, combien de chômeurs pour un des proches, quoi. Et c'est vrai que cette phrase m'a un peu tué, quoi. Sur le moment, elle avait peut-être raison, Pépette. Puis je l'aimais bien, voilà, on est restés ensemble. Puis mes parents n'étaient pas super chauds, tu vois, de devenir comique. C'est pas un truc de dingue comme projet quand t'es à Passy-Luzinval et d'une famille catho, aristo, tout ça. T'es pas encouragé, pas contre non plus, mais... Ils rêvaient peut-être d'autres choses pour toi. Ouais, non, attends, et en même temps, je critique pas, ils ont été vraiment top cool, il n'y a pas de souci. Mais de là à être humoriste, t'annonces ça à 17 ans, t'as cool et cool quand même. Donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'ai fait d'autres trucs, quoi. Je fais d'autres choix, d'autres vies, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais du coup, je me suis rappelé ça à l'âge de 40 ans, et je me suis dit, tiens, si j'allais au bout de cette envie de monter sur scène et de faire rire les gens. Et je l'ai fait. Voilà. Mais on va en reparler de ce déclencheur, parce que cette mécanique-là m'interpelle, en tout cas. Mais aujourd'hui, tu as des enfants, mais bon, c'est pas... S'il y en a un qui vient te voir en disant papa, je vais faire comme toi. Bah déjà, je vais lui dire, c'est-à-dire. Oui, c'est vrai que c'est pas super défini comme non, contour. c'est pas très clair. Hein, c'est pas très clair. Écoute, moi, avec les enfants, c'est différent. Je sais pas quoi très bien te dire. J'encourage à mort ce qu'ils font. C'est du moment que ça a l'air un peu sérieux, pas sérieux dans le sens sérieux, genre il faut que ce soit avocat ou contrôleur de gestion, mais sérieux dans soit investi. Ouais, voilà, investi, sincère. Et, donc moi, j'ai une fille qui a 17 ans et depuis l'âge de 11 ans, elle veut être dessinatrice chez Pixar. Et ben, on soutient cette envie depuis 6 ans comme des malades. C'est-à-dire qu'on l'a offert tous les crayons du monde, on a fait 4 stages au Gobelin, je l'accompagne partout, on fait les expos, on regarde des films ensemble, moi je parle de storytelling avec elle, je l'ai fait faire la couve de mon livre, vraiment, mais elle est à fond, et puis j'espère je doute pas qu'elle y arrive, c'est une volonté de dingue. Donc moi là, j'ai rien à faire. Mon fils c'est plus flou, mais là, à la limite, ce qui me fait peur, c'est qu'il me ressemble vachement. C'est que moi, comme je te disais, je sais toujours pas ce que je veux faire moi quand je serai grand, et lui non plus. Et je pense que 90% des enfants de 19 ans aujourd'hui, tu t'es bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent, à moins d'avoir eu leur propre épiphanie? T'as vu le monde dans lequel ils sont là, les pauvres gamins. Mais c'était déjà l'enfer avant le Covid, où
leur modèle, c'est Greta Thunberg, ça te dit l'ambiance, quoi, tu vois. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une grande déconneuse dans l'absolu. Non, mais tu vois, ils arrivent dans un monde où on leur dit, tu te fais égorger, c'est le global warming, le premier patron du monde, c'est Donald Trump, le chômage, machin, les gilets jaunes, et ainsi de suite. Et on dit, oui, il faut que tu sois motivé pour tes études, mon garçon. Déjà, c'est un miracle. Après, tu as le Covid qui arrive, ils sont bloqués dans leur chambre, ils peuvent plus faire leurs fêtes, leurs assos, leurs trucs. Ouais, mon fils, il a 19 ans, il tourne comme un lion en cage, quoi. Alors, ok, il joue à des jeux vidéo et tout, et il s'éclate avec ses potes en réseau, tant mieux, mais tu peux pas faire 5 ans comme ça, donc il va falloir que ça s'arrête, cette histoire. Donc, lui, moi, je lui en veux pas de pas savoir ce qu'il veut faire, je sais pas non plus. Tu vois, moi, j'ai fait ma vie sur des rebonds et des envies de créer. Il kiffe la musique, il kiffe la mode, il kiffe plein de trucs, je sais pas, il verra. Tu vois, il y a 4 à 5 ans à faire en école de commerce, il verra. J'aiderai comme j'aide ma fille. Alors, c'est un petit peu décousu tout ça, Ouais, mais. ça m'étonne pas parce que je suis décousu dans ma tête. Non, mais puis, en plus, j'ai plein de trucs. D'accord. Tu vois, qu'est-ce que je me suis noté? Pas agressif, mais très décidé. Tu as dansé nu devant un syndicat d'initiative pour acheter un forfait de remontée mécanique Ouais, à l'année. ouais, mais Tu vois, c'est des trucs qui me font rire, mais bon. Mais ça, Lisez le bouquin parce que ouais. voilà. Il y a une circonstance atténuante, hein. Il y a une substance qui est passée par là. Ouais, Et que tu ouais, fais c'est pas ça, ça voilà. naturellement. Si tu veux danser nu devant un syndicat d'initiative à 4 heures du matin dans la neige, c'était parce qu'une substance était passée par là et c'est arrivé une seule fois dans ma vie. Parce que du coup, quand ils m'ont ramené chez moi, j'étais pas fier, quoi. Et mes amis, ils ont bien ri, ouais. Mais tu vois, alors ça a eu au moins, juste cette histoire-là a eu au moins un bénéfice. C'est que j'étais dans mon salon en train de lire le bouquin et mon épouse qui passait par là m'a vu rigoler. Elle m'a dit, ah bah tiens, quand tu auras fini, tu me le passeras. Ah. Donc tu vois, tu as gagné une lectrice. Et elle l'a lu ou pas? Puis en plus, elle est en train là, elle est en train. Puis elle trouve que je ne parle pas assez d'elle dans ce podcast. Donc voilà, Bah, voilà. Virginie, je t'aime et voilà. Et puis après, alors je sais pas, je suis très mal placé pour donner des conseils en écriture, mais la plus courte, je l'ai adorée. Et il y a peut-être un modèle. Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, à chaque fois, tu donnes une note à un événement. En gros, c'est le concept du livre. Ouais. Un événement de ta vie. Et alors, je ne sais plus quelle note tu as donnée, mais au moins, je peux vous en lire une parce que c'est la plus courte du livre. Un jour, ma petite amie m'a présenté sa petite amie. Notre relation n'a malheureusement pas survécu à cette anecdote. C'est ça. Et tu vois, ça fait un peu haïku, mais moi, je trouve ça, c'est génial comme C'est la plus courte des histoires du livre, parce que les gens ils vont se dire, il est gonflé. 17 balles pour une phrase, non, ça fait cher le mot. Ouais. Non, ça va de une ligne à, je crois, 12 pages pour la plus grande. Mais oui, non, mais c'est une histoire vraie en plus. Voilà, j'étais avec une nana et un jour, elle m'a présenté sa copine. Donc là, j'ai senti qu'il y avait comme un indice. Il y avait comme un Quelque indice. chose me tournait par rond. Mais alors, pour revenir un peu justement sur le schéma de ta vie, moi, le passage sur le service militaire, je l'ai fait aussi dans les troupes de marine, donc chez les Marsouins, donc ça m'a parlé. Ah bah dis donc. Et mais toi, tu étais aux Marquises, moi j'étais à Montlhéry, c'était vachement moins. Ah, t'as pas coché le bon chapeau. Non, voilà, je me suis fait avoir dans cette affaire. Il y a un moment où... Et plusieurs fois, finalement, tu vas tout laisser derrière toi. Ouais. Mais il y a un premier moment où tu vas tout quitter pour Bianca. Ouais. Bianca, qui est un... Oui, bah... c'est une paire de... ok, bah, je vais te raconter ma vie. Oui, aux gens, non? Ah, mais moi, je suis là pour ça. Ouais, oui. Écoute, oui, je suis un peu excessif peut-être, mais c'était une période de ma vie, il fallait que j'oublie tout un tas de choses désagréables. Et je me suis dit, tiens, pour oublier, je vais aller au Club Med. Et pour oublier les femmes, je vais aller au Club Med, tu vois le truc? Mec, malin, c'est le mec qui a tout compris. Ouais. Et donc, je suis allé au Club Med pour 15 jours. C'était à l'époque, c'était au Boucanier. C'était un club qui était réservé, il n'y avait pas le droit aux enfants, tu vois. C'était bien ça. Et donc, tu fais la fête pendant 15 jours. Et l'avant-dernier jour, je rencontre une Vénézuélienne.
Et je tombe amoureux d'elle en 24 heures. Mais un truc de malade. En 24 heures. C'est-à-dire, quand elle a pris le bus le lendemain, je pleurais. Tu vois. Et j'ai décidé de tout quitter ma vie pour aller vivre avec elle à Barcelone sur une journée. Tu vois, le truc. Mais tu bossais déjà? Ouais, je bossais, j'étais chez Publicis. Je suis rentré, je suis allé voir la directrice. Je lui ai dit, voilà, je suis tombé amoureux, il faut que j'aille vivre ailleurs. Bon, ça a pris 10 jours, quoi. Et j'ai mis l'argument de l'amour, tu vois. Et c'est imparable. Et voilà. Et j'ai réussi à négocier un licenciement, ce qui m'a permis de partir avec un peu de chômage, vivre mon aventure. Ça se fait pas, mais bon, écoute, j'ai cotisé pendant tellement d'années. Et l'autre, la vénézuélienne, elle est partie aussi de Caracas pour aller s'installer à Barcelone. On s'est installé là-bas un mois plus tard, tous les deux. Sur une journée, hein, t'imagines ou pas? Et ça a duré 1 an. Quand même, tu vois, une année à Barcelone, une très belle année. Vraiment. Mais ça veut dire que tu te fais suffisamment confiance? Non. Ça veut dire, j'essaie de voir ce que je pense vraiment, que je n'hésite pas. En fait, je voudrais que tout soit intense tout le temps. Alors, c'est très fatigant. Mais je voudrais que la vie soit intense de A à Z jusqu'au dernier souffle. Et donc, si je tombe amoureux, je tombe intensément amoureux. Et donc, ça, c'est quoi? Elle habite Caracas, j'habite Paris. On va pas s'arrêter à ce petit détail. Si on s'aime vraiment, tu vois le mec au bout d'une journée. Non, mais c'est ouf, évidemment. Avec le recul, je sais bien que c'est fou. Mais il n'y a pas de recul sur le moment. Tu es juste à faire des décisions, à faire des choix, quoi. Et ce jour-là, j'étais amoureux. Donc voilà, quand tu es amoureux, tu fais ça. Après, il y a d'autres histoires, hein, dans le professionnel. J'ai toujours fait pareil. C'est un moment. Bah oui, quoi. attends, Non, mais à un ton moment, agence de com, faut y aller. ton agence de com, en gros, on te prive d'un match de foot, Ouais. tu claques tout et tu te barres. C'est ça, l'agence de com, ça part d'une anecdote de ce genre, effectivement, puisque j'étais chez Publicis encore. Et le soir de la demi-finale France-Croatie, donc de la Coupe du Monde chez nous en France, 98. Moi, La fameuse. j'étais fan de foot et je suis toujours fan de foot. Et je travaillais en binôme avec un directeur de création, pareil, Laurent. Et donc, nous, on avait le maillot, on était déguisés, on avait tous les trucs, on était à fond pour le match, quoi. Et la directrice de l'agence est venue nous voir en disant, il faut que vous restiez parce que on doit rendre notre campagne pour l'huile Isio 3 demain matin. Je m'en souviendrai tout. Ah, c'est marrant. Juste avant toi, j'ai interrogé l'ex-directeur marketing de Le Sieur. Et ben voilà, tu vois, je vais le taper. Moi, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais racheté d'Isio 3. C'est vrai. C'est banni dans ma vie. J'ai essayé de négocier en disant mais non, mais on reviendra à minuit, on fera toute la nuit, mais non, madame, s'il vous plaît. Et elle a dit non, business first. Voilà. Donc on était 2 dans l'immeuble et on a écouté la demi-finale à la radio. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Quand tu es fan de foot, tu as une demi-finale dans ton pays avec la France. Et donc ce jour-là, j'ai eu mon autre épiphanie du genre maintenant c'est fini, je ne serai plus salarié. Et donc c'était en 98, j'avais 28 ans. Alors évidemment, entre l'action et la réaction, il y a un peu de temps, parce que tu décides pas comme ça. C'est pas aussi simple que de rejoindre une jeune femme finalement. Le temps de trouver une solution, de dire ok, ce que je fais. Mais 8 mois plus tard, je filais ma dème et j'ai monté une agence de com. Voilà, puisque c'est comme ça, je veux pas qu'on me dise à quelle heure je regarde un match de foot, quoi. Évidemment que c'est la cerise sur le gâteau. C'est évidemment pas que ça à 100%, mais ça a été le déclencheur. Ouais. C'est genre ça suffit, quoi. Je vais pas passer ma vie à obéir à des gens qui me disent quand je vais pisser ou quand je regarde un match de foot. C'est pas possible. Et ça continue aujourd'hui. Voilà, non, il n'y a personne n'est habilité à dire à quelqu'un tu vas pas regarder un match de foot. Je parle pas que de moi, hein, des gens. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un. Il se serait passé quoi si tu étais quand même allé voir le match? Eh ben, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Comment tu veux refaire le destin? Non, je sais pas. Je me pose la question. C'est super drôle, mais j'adore ça, ces questions hypothétiques. J'adore. J'en sais rien. Ça se trouve, je serais encore chez Publicis. Je serais un vieux directeur de création blindé, où j'aurais monté une filiale et je serais dans stratégie. Mais non, je ne sais pas. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ça m'étonne. Je ne serais pas resté en place longtemps. Après, j'en ai d'autres, des questions à la con. Mais Tu préfères une jambe de bois ou les cheveux d'avoir une jambe de bois ou les cheveux de Mireille Mathieu? Tu me demandes ça? Ouais. Je préfère avoir les cheveux de Mireille Mathieu. Parce qu'au moins, c'est fun, quoi. Bon, à un moment, ouais. et c'est là où je pense que je t'ai découvert.
il y a eu l'aventure sismique. Ouais. Comment ça a été quoi la genèse? Alors on l'a dit, en gros là aussi, tu as brûlé les bateaux et t'es parti aux États-Unis. Mais avant ça a été quoi le chemin? Il y a eu une rencontre avec Loïc Lemer. Écoute, comment ça s'est passé? ouais. Donc moi j'ai monté mon agence de com en l'an 2000. Et en 2004, quelqu'un est venu me voir en disant tu devrais voir ce que c'est qu'un blog. Je dis, ah bon, c'est quoi? Comme d'habitude, donc j'essaye. Et j'ai ouvert un blog. Je savais pas trop quoi faire. Et il s'appelait 20 sur 20. J'ai trouvé un concept en 3 secondes en disant, il faut que je trouve une ligne éditoriale, sinon j'écrirai jamais. Je dis, tiens, je vais noter les choses. Donc un resto, un film, un truc. Et le blog a pris, comme on dit. C'est-à-dire que, mais à l'époque, on était 12 à écrire. On était 200 blogueurs, quoi, en France. Et donc, il y avait les soirées des blogueurs. C'était sponsorisé par Nokia. Tu vois, c'était le tout début des blogs. Donc, moi, j'étais le blogueur rigolo, tu vois, qui avait une agence de com et qui écrivait pour faire marrer les gens. Et il y avait le blogueur chef d'entreprise, entrepreneur de l'an 2000, c'était Loïc Lemer. Il y avait un blogueur avocat, il y avait un blogueur maman, il y avait un blogueur par catégorie à l'époque. Et donc, j'ai rencontré Loïc Lemer qui était vraiment dans le business, successful, machin, sorti d'HEC, tout ça. Il avait déjà monté le web ou pas? Non, pas en 2004-5. Ah bah non, c'est venu après. Ouais, c'est venu après. Et donc, dès qu'il y avait une émission ou un article et tout, il y avait toujours 5 blogueurs cités. Il y avait Loïc Lemer et puis d'autres et puis moi. Et c'est comme ça qu'on a appris on s'est rencontrés à des dîners de blog et tout ça. On n'était pas plus potes que ça d'ailleurs. On est tellement différents et tout, mais je l'aimais bien, il me faisait marrer, et puis réciproquement. Et puis à la fin de mon agence, vers 2005, j'en avais assez, il fallait que je change d'air. Parce que j'avais déjà fait tout Publicis plus mon agence, ça faisait 10 ans que je faisais de la com, j'en avais marre de raconter de la merde, hein, pour dire vulgairement. Et j'avais envie de me lancer dans la prod audiovisuelle, donc j'ai lancé un petit show sur Internet tout seul avec ma caméra. À l'époque, il n'y avait même pas YouTube, qui s'appelait Bonjour America, c'était en anglais. C'est un petit pied de nez à mon passage en Cagne. Et qui a pris aussi, qui a bien marché. De toute façon, il y avait que moi à regarder. Et moi, et le Golden Show, je crois, il y avait Monsieur Poulpe et David Mourier. Et puis, ça a pris, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à faire du contenu. J'ai monté une boîte de petite prod audiovisuelle tout seul, dans mon coin, chez des potes qui m'ont prêté un bureau. J'ai tout recommencé à zéro, en fait, parce que j'ai quitté l'agence, j'avais pas le chômage, j'avais rien. Donc, j'ai reparti à zéro, juste avec un peu de tout. Tu avais des parts dans l'agence? Oui, j'avais vendu mes parts à mon associé. Ça s'est très bien passé. C'est resté un ami, d'ailleurs, ce qui est quand même rare quand tu vends tes parts. Parce qu'il y en a toujours un qui veut vendre pas cher et l'autre acheter cher, enfin, et réciproquement. Non, on a trouvé. C'est difficile de trouver. On avait fait un super deal au moment de la création de la boîte. On avait mis notre destin dans les mains de l'expert comptable qui était un ami. On l'avait dit, le jour où un qui veut partir, c'est toi qui fixeras la valeur. Et on s'y est tenu. Il a fixé la valeur, j'ai accepté, il a accepté, et c'était clean, quoi. Donc j'ai pu tout recommencer en fait à 30 ans. J'ai remis 10 balles sur le tapis en me lançant dans la prod audiovisuelle et à créer du contenu. Et j'ai créé des trucs sur Internet et tout ça. Et puis Loïc, lui, est parti aux États-Unis tout seul, créer Sismic sans moi. Il a levé des fonds sur une idée. Il voulait créer le CNN 2.0 où tous les gens se parleraient. C'était une bonne idée sur le papier, un peu tôt. Enfin bref. Et puis on se parlait, on rigolait. Et puis un jour, je lui dis, alors lui, il dit que c'est moi qui ai dit que est-ce que je peux venir? Et puis moi, je dis que c'est lui. Mais en fait, pour être honnête, je crois que c'est moi qui ai mis l'idée dans sa tête. Et il m'a dit, t'as qu'à venir. Je lui ai dit, fais gaffe, je suis capable. Et puis voilà, et j'ai demandé à mon épouse, parce que si elle avait dit non, on ne serait pas parti, parce que tu balades pas une femme et 2 enfants comme ça sur un coup de tête. Ah oui, parce que tu avais les 2 enfants. Ouais, j'avais 2 enfants en bas âge, de 5 et 7 ans. Et elle a dit, mais carrément, quoi, parce qu'elle est peut-être un peu folle aussi. Et on est parti, voilà, on est parti à San Francisco, on a déménagé, on a vendu l'appart. Et ça, c'était en quelle année? 2007. Donc moi, je suis d'abord parti 3 mois vivre chez Loïc pour trouver une maison, inscrire les enfants à l'école, prendre les marques, faire tous les trucs. Et en septembre, et ma famille est arrivée le 30 décembre, je crois. J'ai passé 3 mois là-bas sans les voir, et puis ils nous ont rejoints. On a passé 2 ans là-bas, puisque l'aventure n'a pas marché, comme ça arrive dans 1 milliard d'aventures de start-up. Ouais, mais c'est 2 ans de folie. 2 ans, mais je re-signe les yeux fermés. Je l'ai dit à Loïc l'autre jour. Moi, même si ça s'est mal fini, si on n'a pas fait fortune, si j'ai dû rentrer, parce que évidemment, tu as un contrat de travail qui est lié à une start-up aux États-Unis. Quand la start-up s'arrête, tu rentres. Tu vois, tu peux pas dire, moi, maintenant, je vais rester faire ma vie. Ah oui, tu n'as plus de work permit. Tu n'as plus de visa. Donc, je suis reparti. J'étais triste de repartir. Vraiment, c'était décevant parce qu'on adorait la vie là-bas.
Mais les 2 ans là-bas, c'était fantastique. Puis mes enfants, du coup, sont bilingues. Et puis, on a vécu des trucs de dingue, quoi. C'était fantastique, cette période start-up à San Francisco. En même Bah, temps que Facebook, Twitter et tous les autres, voilà, qu'on a vu grandir. ouais, C'était top. Vraiment, je ne regrette pas du tout. et puis, alors, ton job chez Sismic, on a bien compris, c'était de créer du contenu, de faire venir sur la Ouais. plateforme Non, alors des gens qui... à la base, Loïc, il voulait un DG, quoi. Je pense qu'il a rêvé un DG. Ouais, Ça, d'accord. c'était mais en fait, je crois qu'il avait besoin d'un pote. Mais d'un pote qui connaît bien le digital et avec qui il allait pouvoir déchirer, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que je ne suis pas foncièrement DG. Je suis trop dispersé pour ça. Donc, finalement, on s'est retrouvé plutôt à créer beaucoup de contenu. Et il nous a peut-être manqué un vrai DG, en fait. Dans les choses qui peuvent expliquer. C'est pas que moi, hein, mais la techno était pas prête, les gens étaient pas prêts à la vidéo, il y a eu la crise de 2 minutes qui nous arrivait sur la tronche. Enfin, il y a eu tout Ouais. un tas de C'était trucs. trop tôt. C'était trop tôt. C'était trop tôt, le service n'était pas toujours prêt, et puis quand il était prêt, c'était pas, il y a toujours des trucs qui merdouillaient, mais en revanche, on a créé une communauté sur Sismic que j'ai jamais retrouvée ailleurs, dans aucun social media, jamais. C'est-à-dire que l'aventure Sismic, il y a des gens on se parle encore, il y a des groupes, tout ça, ça a créé des liens de malades. Il y a eu des mariages, il y a eu des gens dans le monde entier commençaient à se parler. C'était plus que du texte. C'est la première fois que les gens se parlaient en vidéo, en fait. Et ça a créé. C'est ça, c'est ce lien vidéo, je pense, qui explique cette force de la Ah, bien communauté. sûr. Bah, en fait, mais tu te rends pas compte des fêtes qu'on faisait avec des gens en Australie. C'est la première fois qu'on se disait, tiens, on peut parler à des gens. C'est vraiment un village. Et puis, la première C'était les premiers apéros Zoom. des apéros, mais bien sûr. Mais moi, j'ai les preuves, hein. J'ai les apérosomes de Sismic. J'ai les preuves. En 2008, on est tous en costard, en smoking, à boire du champagne pour le 31, avec des gens dans tous les pays. On avait fait une vidéo pour la libération de Bettencourt, où j'avais demandé à tous les gens de tous les pays de lever un carton avec marqué Free Ingrid. Bah, tu vois, c'était un truc de ouf. On a fait des interviews de stars. Moi, j'ai fait Cannes, où j'ai interviewé dans Sismic Harrison Ford, Steven Spielberg et tout. Mais tu vois, le petit Français qui va créer une start-up là-bas et qui se retrouve à discuter avec Steven Spielberg en live. Je te jure que c'est des souvenirs de malade. Mais voilà, c'était trop tôt pour la vidéo, quoi. Et puis peut-être pour l'idée de faire de la vidéo asynchrone, parce qu'en fait, c'était pas en direct. Tu faisais une vidéo, puis tu la postais, puis les gens te répondaient en vidéo. Fait qu'une conversation pouvait durer 14 heures, quoi. Ouais. Donc voilà, tout un tas de trucs qui fait, bon, bah voilà, on n'a pas réussi, mais c'était là aussi une aventure de dingue, dingue. Et je remercie encore Loïc, et on est potes, et on se voit, et voilà, oui, il m'a viré comme tous les autres, puisque la boîte s'est arrêtée, quoi. C'est la vie de l'entreprise. C'est le jour où tu as rencontré John Cleese en plus. Et ça m'a permis de rencontrer John Cleese, donc rien que pour ça, ça valait le coup. Et puis pour mes enfants qui sont devenus bilingues et qui ont eu l'amour du cinéma, du contenu, on regardait des dessins animés en langue originale, et je sais que ma fille, son amour du dessin est né avec le visionnage de Pixar en VO tous les jours, tous les week-ends. Ouais, c'est clair que ça marque. À Ça cet te âge-là, en marque, plus de ça, voilà, bien sûr. ils imprègnent. Elles imprègnent, elle connaît. Et d'ailleurs, elle ne regarde les films qu'en VO, et c'est pas de la coquetterie, tu vois. C'est son langage audiovisuel, c'est l'anglais, quoi. Ouais. Et puis, alors, moi, un truc qui me fait rêver, c'est que tu as rencontré une de mes idoles qui est Gary Vaynerchuk. Ah ouais, ça c'est un truc de malade. Mais Gary Vaynerchuk, alors là, si les gens qui t'écoutent, il faut qu'ils aillent vraiment voir un mec qui donne une énergie de dingue. C'est ce gars-là. C'est donc Gary, c'est un Américain qui doit avoir maintenant 40 ans, je pense, qui est fils d'émigrés ukrainiens, ouais, ukrainien, je crois. Et son père s'est installé dans le New Jersey quand il est arrivé. Et son père a monté une petite épicerie où il vendait des liqueurs. Et Gary, enfant, il s'est aperçu qu'il avait la tchatche pour vendre des trucs. Il vendait des cailloux, il vendait des cartes de baseball et tout. Il adorait vendre. Et à force de vendre, il a repris la boutique de son père. Et sa boîte, la petite boutique, c'est devenu une espèce d'énorme magasin dans lequel je suis allé, qui fait 3 étages, où il vendait du vin. Ouais. Et Ouais, c'est ça. Il a fait d'une petite boutique Ouais. un truc Non, mais attends, multimillion de dollars. c'est pas fini. Au départ, il reprend l'épicerie de son père et il en fait la Fnac du vin dans New Jersey, hein. Moi, j'ai vu le truc, c'est 3 étages, 100 employés. Enfin, voilà, ça devient un cadre du vin. Mais ça pourrait s'arrêter là, ce qui est déjà pas mal. Moi, l'histoire, elle est jolie. Mais non, il décide de faire des vidéos sur Internet, et c'est pour ça que moi, j'ai été le voir. Et un jour, il décide de faire un plan séquence, c'est-à-dire il se filme sans montage tous les jours,
pour raconter la vie du business, le vin, il donne des conseils de vin et tout. Et il a une énergie de dingue, ce mec. Et quand j'ai découvert en 2007, mais moi, je ratais pas une de ses vidéos. Et donc, il a fait vidéo après vidéo après vidéo. C'est là qu'il a annoncé qu'un jour, il voudrait acheter les Jets, donc le club de football américain. Et puis, un jour, il est devenu tellement cador à maîtriser les social media qu'il a monté une agence de social media. Et son agence, elle cartonne. Et il est millionnaire et c'est devenu une star. Il est passé dans les shows américains, chez Conan O'Brien, non, peut-être pas les Letterman, mais chez Conan O'Brien. Il écrit des bouquins, des best-sellers. Et ce mec-là, il te met une énergie, il fait des conférences, il les vend, je sais pas combien de fortune. Et voilà. Et donc, moi, j'étais chez Sismic. Il fallait que je trouve des gens qui fassent du contenu. Et Gary, il y était allé tout seul sur Sismic. Il essaye tout. Et c'est un point commun que j'ai. Et les gens un peu curieux de digital, dès que tu as un service qui arrive, tu vas l'essayer, quoi. Et donc, il a essayé Sismic pendant 6 mois et il kiffait, sauf qu'évidemment, c'était trop lent pour lui, Sismic, puisque c'était de la synchrone. Tu faisais une vidéo, il fallait attendre les réponses et il n'y avait pas le temps. Le mec, il avait une boîte à faire tourner. Et ça a été un des problèmes d'ailleurs, c'est que toutes les boîtes, les gens du business et de la tech, ils adoraient, mais ils trouvaient ça trop long. Donc, ils ne l'utilisaient pas. Donc, Sismic a été utilisé par des gens qui avaient du temps. Et on aurait dû se consacrer à cela. C'est-à-dire les chômeurs, les étudiants, les seniors, les femmes au foyer. Mais ça représente les segmenter un peu plus. Mais ça représentait des millions de gens, quoi. Sauf que, tu sais, c'était l'époque des startups et tout. Nous, on a focusé sur la tech, sur TechCrunch, sur les influenceurs des startups et tout. Et bon, c'était pas une bonne idée. On aurait dû accéder. Et notre première communauté, c'était les sourds, tu vois. Parce que pour la première fois, ils avaient un outil vidéo. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et on aurait dû, même à la limite, pourquoi pas. C'était un segment suffisant. Ah, c'était un segment suffisant, spécialisé. On aurait revendu la boîte à je sais pas qui. Voilà, mais bon, ça, c'est facile à dire après, le film de ses erreurs. En tout cas, moi, je suis allé voir Gary, du coup, à New York. Il a dit oui, parce qu'on se voyait en vidéo, donc il a dit bien sûr. Et donc, je suis allé le voir. Et en vrai, il a autant d'énergie que ce qu'il a dans ses vidéos. Non, mais moi, j'adore ce mec. Hein. C'est un truc, il te transmet une énergie de malade. Mais il y a des gens comme ça. Hein. Tu les vois, tu as envie de monter une boîte dans la foulée ou, je sais pas, de monter l'Everest. Mais c'est ça son succès, hein, c'est qu'il te transmet une énergie de dingue. Je sais pas à quoi il carbure, mais... Et voilà, j'ai passé une journée avec lui, pareil, comme avec John Cleese, et j'ai visité son magasin, on a fait une vidéo, il m'a donné des conseils. Je voulais qu'il utilise Sismic davantage, il m'a dit « Ok, mais combien ?» Américain, c'est un Américain, il voulait des equity, il n'était pas fou, il a raison d'ailleurs, moi j'ai appris de ça. Et voilà, et puis à l'époque, on venait de commencer, on n'allait pas filer des equity au premier mec qui nous en demandait, on en aurait été mort, quoi. Donc j'ai dit non. Alors on est resté pas potes, on n'est pas potes, je peux pas prétendre ça, mais on s'est écrit 1 ou 2 fois par an au début, et puis parfois là, un petit message à droite à gauche, mais c'est fini, il est dans des stratosphères maintenant. Il touchera plus le sol. Déjà au moment où tu l'as rencontré, il était. Il était déjà the gros vidéoblogueur US, et maintenant il est dans les. Voilà, c'est fini, tu touches plus. Son agence est CIA, c'est à Los Angeles. C'est Spielberg, c'est Caprio, tu vois. C'est du gros business, Gary Vaynerchuk. Je invite les gens à aller voir, tu mettras le lien sur. Oui, mais moi je suis. C'est un truc de malade, quoi. Après, il y a des gens qui l'aiment pas. Hein. Il y a des gens qui l'aiment pas. J'ai des potes qui l'aiment pas parce que c'est un peu vraiment à l'américaine. Faut bosser et tout, machin. Si tu veux, tu peux, ainsi de suite. Mais je sais pas, ça marche. Moi, ça marche. Sur moi. Puis bon, mais il a de la gouaille et moi j'ai toujours l'impression qu'il m'engueule c'est ça. Que voilà. Non, et puis mais je me dis mais il a raison, il faut que je me bouge. Non, mais tu vois, Gary Vaynerchuk, c'est une école aussi d'expression publique. C'est les gens qui veulent améliorer leur prise de parole en public, c'est un monstre. C'est un monstre. Il n'y a pas un silence, et quand il y a un silence, il est extrêmement travaillé. Et une énergie, en fait. Il te prend une salle juste à l'énergie. Il peut dire n'importe quoi derrière, les gens ils se marrent et tout. Et il a peur de rien, il dit tout. Non, j'aime bien ce mec. Allez le voir. Et alors, pour vous donner envie de lire le bouquin de Cyril, il y a une connexion entre cette rencontre-là et derrière Ashton Kutcher, Demi Moore et Marissa Tomei. Voilà. Mais on n'en dit pas plus. Allez acheter le bouquin, lisez-le. Mais il y a eu du cuisse contre cuisse. Voilà. Non, mais juste quand même que les gens sachent que j'ai eu du cuisse contre cuisse avec Demi Moore, quoi. Ça, c'est pas, tu vois, ça sur une vie. Peut-être je le mettrais sur ma pierre tombale. Là, c'est une autre lettre de noblesse, tu vois. Non, mais si je mettrais ça sur ma pierre tombale. Le mec qui a touché les fesses de Demi Moore un soir en boîte de nuit.
Mais sans faire exprès, hein, c'est pas la main. Enfin, on était fesses contre fesses. Et ouais, ça, c'est ma main. Non, mais c'était et Marissa Tomei surtout. Moi, c'est elle qui m'a fait kiffer. J'adore cette actrice. Je sais pas si les gens voient qui c'est. C'est la tante de Spider-Man. Et c'est la copine dans Pretty Woman. C'est la copine de comment elle s'appelle l'actrice De Julia Roberts. De Julia T'es Roberts. sûr de ça? Quasi. Ah bah dis donc. Là, tu m'apprends un truc. Mais je suis prêt à parier. Je vérifierai. Ok, donc une super 2 ans finalement à fond. À fond. Tu reçois. Alors, je sais pas, en gros, tu te fais. La boîte s'arrête. Ouais. Parce qu'il y a un moment, ça décolle pas. Et c'est à l'américaine, là aussi. Hein. Bah oui, on passe à autre chose. Ouais. On passe à autre chose. Et donc, là, la queue entre les jambes, on revient en France. C'est ça. Tu l'as dit avec tes mots, mais c'est un peu ça. Bah, excuse-moi, faut dire. Mais il y a pas. Et j'y vois aucune. Aucune honte. Hein. Puis alors, il faut y aller. Tu peux y aller. Ouais, je suis revenu en France et quasiment en rentrant, j'ai monté une boîte de production audiovisuelle direct, parce que c'était quand même mon objectif à la base en quittant la com. Et puis c'est des rencontres. C'était quelqu'un qui est venu me voir en disant voilà, on voudrait faire un film sur un truc. J'ai rencontré un réal avec qui on s'est bien entendu. Et finalement, à nous trois, on a monté une boîte de prod qui existe toujours aujourd'hui et dans laquelle je suis toujours associé. C'est le fameux Story Circus. Bah, au début, ça s'appelait pas comme ça, mais maintenant, ça s'appelle Story Circus. Ouais. D'accord. Comment vous en êtes? Alors, vous avez fait une série de vidéos sur le handicap en entreprise. Ouais. Alors ça s'appelle J'en crois pas mes yeux. Il y a eu 5 saisons. Ça, d'ailleurs, les gens peuvent aller voir, j'encroispaslmesyeux.com. C'est à l'initiative de Guillaume Buffet et Jérôme Adam, que je cite, parce que c'est eux c'est pas nous qui avons eu l'idée. Deux entrepreneurs qui sont associés. Il y en a un qui est des deux qui est aveugle, qui est Jérôme Adam, et qui rêvait de faire des petites fictions drôles pour les entreprises, c'est-à-dire parler du handicap avec humour, tu vois, pas les trucs relous, RSE où tu pleures sur le handicap, machin, tu vois. À l'époque, c'était déjà un peu précurseur. Maintenant, il y a des séries comme Vestiaire et tout, mais il n'y avait rien à l'époque qui faisait rire sur le handicap. Enfin, pas sur le handicap, mais avec des personnes en situation de handicap. Et ils sont venus nous voir en disant on a un modèle nouveau, on fait une fiction et on la fait payer par les boîtes, mais par morceaux. C'est-à-dire que c'est pas une chaîne de télé. On va aller voir Bouygues, on va aller voir EDF, on va aller voir Malakoff Médéric, et puis chacun va mettre 10 000 et avec ça, on fait une série. Et ça a cartonné. Tous les boîtes étaient ravis parce qu'ils avaient une super série pour pas grand-chose. Ils devaient supporter le logo des copains à côté, mais ça va, si tu veux, quand tu fais un truc sur le handicap, c'est pas comme si tu faisais. Et c'était super à faire, vraiment. On a fait 5 saisons. Une première saison, c'était des petits sketchs avec mon ami aveugle. C'est moi qui jouais le voyant et lui. Et on a joué avec un vrai non-voyant. Toutes des scènes de la vie quotidienne, c'était vraiment drôle. Et puis, on a fait une autre saison, une série pour tout ce qui est le handicap invisible. Et puis, on a fait 2 saisons, un peu comme The Office, avec... on était 5-6 comédiens avec mon ami de petite taille. C'est ça, tu te contentais pas de produire, derrière tu jouais. Ah non, moi je produisais, j'écrivais, je jouais dedans. C'était un kiff total. On n'est jamais mieux servi que par soi. Mais non, écoute, non mais en même temps j'étais pas tout seul, hein, c'est vraiment une production, c'est-à-dire que le réalisateur c'est mon associé, il y avait 5 comédiens, les textes on était 2 auteurs, et puis moi je kiffe jouer, donc c'est ta boîte, ouais. Puis j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Et j'ai rencontré des gens super. C'est là qu'on a tourné avec mon ami Christophe Fluder, qui joue dans Groland, qui joue le petit Sarkozy. C'est petite taille. Oui. Il est de petite taille, il est humoriste. Et on continuait parfois à faire des confs dans les boîtes ensemble. On se fait passer pour des consultants tous les deux, c'est à mourir de rire. Donc voilà, tu fais des rencontres de fous. Et puis sur le sujet qui est génial, quoi. Enfin, moi, j'ai découvert tous mes préjugés sur le handicap. Ils sont tombés en 5 ans. À force d'écrire des conneries, tu finis par comprendre les conneries, quoi. Et voilà. Après, on a arrêté parce que c'était lourd à aller chercher chaque année tous les sponsors. Au bout d'un moment, tu vois, ils se sont fatigués aussi. Mais on a fait une dernière saison qui était rigolote où avec Benjamin, non, comment ça s'appelle, Cuiron, tu sais, le cuisinier qui manque un bout de bras. Oui. Grégory Cuiron, avec qui on a fait des sketchs. Qui était passé dans Top Chef. Ouais, qui est super sympa. On s'est vraiment bien marré à faire des sketchs et tout. Donc ça, c'est ma boîte de prod qui a fait ça. 5 ans. Et alors justement, quand tu la montes, et après, comme je connais pas du tout ce business, comment on trouve
Alors, comment on trouve du business? Comment se crée le business? Bah, au départ, c'est comme toutes les boîtes, hein, tu fais péter ton réseau. Nous, ça s'est lancé, c'est beaucoup de persévérance, hein, mais moi, j'ai un peu quitté la boîte, opérationnellement quand je me suis lancé dans le théâtre. On y viendra peut-être, je sais pas. Ouais, mais Mais oui. au départ, ça a été sur un ou 2 programmes. On a créé une série qui s'appelait On lâche rien, autour du foot. Ça a été fait grâce à un monsieur que j'ai rencontré à l'époque qui s'appelle Alex Berger, qui est le coproducteur fondateur du Bureau des légendes quand même, tu vois? Qui était, Ah ouais. à l'époque de Canal et tout, avec qui je m'entendais bien. Il avait aussi lui l'idée de créer une série qui soit sponsorisée par une marque. Ça se faisait pas tant que ça, hein, sur Mhm. internet, et donc on a créé On lâche rien ensemble avec mon associé Henri et Alex Berger, qui est une série sur le foot. C'était l'équipe de foot de la Gaule. C'était, pour la coupe du monde 2010. Donc on a créé une équipe dissidente de la Gaule. Donc le Gaule justement, c'était un personne de petite taille, donc on a mis Christophe. Donc c'est drôle d'avoir un Gaule, tu vois, de petite taille. Et Ouais. dans l'équipe de la Gaule, il y avait un Japonais, il y avait un géant, il y avait un branleur, il y avait tout. Et on a financé ça par, Menen. Donc ça a été une Ouais. énorme opération de sponsoring avec un énorme budget. On a tourné 24 épisodes en 15 jours de tournage dans la Sarthe. C'était vraiment une super prod. Et diffusé, multidiffusé sur Énergie, Yahoo, tous les trucs de sport, machin. C'était vraiment le plan parfait. Sauf que 2010, c'est le bus, c'est les joueurs qui sortent du bus. C'est Ah Yasna, oui. c'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, notre série paraissait être sérieuse par rapport à la réalité. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai. C'est que la fiction, Ouais. ça faisait plus rire personne le foot. Ouais. L'audience des sites de foot et de tous nos audiences partenaires était diminuée par 2. Les gens voulaient plus entendre parler de foot, plus rien. Donc voilà, ça s'est fini un peu en eau de boudin, alors que c'était vraiment, je pense, une série de malades. Je pense qu'un jour on la sortira en vintage et les gens vont se dire mais ils étaient ouf quoi. Mm. Et donc on est lancé comme ça. Et donc là, tu as une visibilité. Moi, à l'époque, c'est comme ça qu'on a rencontré le patron de France 5. On a eu l'idée. Moi, je connaissais François Rollin que j'avais rencontré. On a créé le Grand Webzé. En fait, c'est parti de rencontres, de programmes. Et puis après, on les a pas trop mal fait, si tu veux. Et Ouais, mais enfin, les rencontres dont acte, mais derrière, il y a concrétiser ces rencontres ouais, par des faits, quoi. ouais, écoute, il y a plein de trucs qui n'ont pas été concrétisés, hein, parce que là, évidemment, on parle des choses qui ont marché. Mais quand on enlève... Ouais, le Grand Webzé, ça a marché. C'est-à-dire je suis allé voir Bruno Patino, qui était le patron de France 5, avec un projet. Je savais qu'il aimait bien François Rollin parce qu'il avait bossé avec lui sur France Inter. Ben voilà, tu vas voir le patron de France 5, tu as intérêt à avoir un bon projet, quoi. Et il a bien aimé le Mm. projet, c'était un peu foutraque, le Grand Webzé. Donc voilà, c'est parti comme ça, la télé, hein. Alors évidemment, c'était une émission mensuelle à 23h40 sur France 5. Donc, si tu veux, en termes de visibilité et de, Ouais. de créer un rendez-vous mensuel, c'est compliqué. Mais une Mm. expérience de fou, de dingue. Et donc après, quand 2 ans après, on a créé le 20-20 heures, c'était toujours avec Patino. Voilà, tu crées une... Et puis du coup, on a aussi été en Alors, contact avec... concept du 20-20 heures quand même, De quoi? parce que Le 20... Ouais. au-delà des déguisements, parce que moi je me souviens de ça, Mm. le concept c'était ce qui se passe sur le digital. C'est ça, c'était vraiment la mission de la culture digitale et on voulait la faire le plus possible avec des gens. C'était ce qu'on essayait de faire. Tu vois que c'était vraiment interactif. Donc il y avait toujours chaque semaine un sketch que les gens, on faisait un concours de sketch, on leur demandait dans quoi j'allais me déguiser. Il y en a qui venaient sur le plateau et nous on tournait les coulisses, on écrivait une fiction des coulisses, on savait jamais très bien si on était dans la réalité ou pas. C'était vraiment encore une fois un ovni. En fait, on a fait que ça, des ovnis, hein. On lâche rien, c'était un ovni. Ça a duré pendant un bon moment Ah, quand ça a même. duré 1 an, en fait, ça a vraiment, et puis ça Ouais. a bien marché. Et alors là, pour le coup, tu dis comment ça marche une boîte de prod au début. C'est vraiment la qualité formelle du 20-20 heures qui a marqué plein de boîtes de prod. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en parlent encore. Alors malheureusement pas les gens qui l'ont vu, mais les gens qui ont vu les professionnels Ouais. ont vu le travail que c'était. Et c'est vrai que c'était super original. Je dis ça sans frimer ni rien, dans le temps que c'est pas moi le réalisateur. Moi, j'étais juste là, je disais mon texte et tout, mais vraiment la réal était vraiment soignée, c'était vraiment bien écrit. On avait carte blanche sur France 5. C'était vraiment topissime, quoi. Une année de ouf, quoi. Puis là encore, des rencontres et encore des rencontres et toujours des Bah oui, rencontres. puisque moi, c'est en faisant le 20-20 heures que j'ai rencontré Michel Larocque, qui a été une de nos Voilà. invités.
Tiens, on se comprend. Et ouais. Tu vois, t'enchaînes, c'est Bah parfait. écoute, je te vois venir, Manon. Et c'est elle que je suis allé voir quand le jour où j'ai décidé de faire du théâtre, en me disant peut-être qu'elle va pouvoir m'aider, même si je la connaissais pas. Je l'avais vue juste le temps d'une émission où elle était notre invitée. Mais alors attends, là encore, je repose le débat. Ouais, Tu as une boîte de prod, vous menez des projets, en gros, tu as une vie. ouais. Euh, et là, tu te dis, tiens, si j'allais faire un seul en scène. Oui, alors là, pour le coup, c'est moins léger que toi qui as vu le livre, tu sais pourquoi. Mais en fait, oui, il y a des moments de vie où il se passe plein de trucs, où il y a des gens qui disparaissent, il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont faites, où tu dis, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie, quoi? Ou what the Ouais, fuck? Quand bien même tu t'éclates, hein, avec des gens super, avec une boîte super. Tu sais, ouais. on peut traîner des failles toute sa vie, et c'est pas terminé d'ailleurs. Et puis parfois faire l'inverse de ce qu'on devrait faire, prendre des décisions opposées à celles qui sont bonnes pour soi. Enfin, vraiment, voilà. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'essaye ce truc que je voulais faire, quoi. Je voulais faire du théâtre quand j'avais 17 ans, je voulais monter sur scène, bah, je vais le faire. Parce que la vie va trop vite, parce que les gens meurent tôt, parce que voilà, tu sais, c'est classique, hein, il y a pas de. Ouais, puis t'avais basé Marine depuis un bon Oui, moment. j'avais basé Marine, et Marine, elle est toujours une excellente amie à moi. Et ce qui est Ah, fou, c'est que. pardon, Marine. Non, non, mais Pardon. non, non, mais quand je lui en reparle, elle me dit, mais j'ai jamais dit ça. Tu vois, donc toi, tu fais des choix de vie sur un truc, et en fait, elle avait jamais dit ça qu'elle dit. Moi, je sais qu'elle avait dit. Bon, enfin bref. Et donc, ouais, je me suis mis à écrire un seul en scène, tout seul dans mon coin le soir, chez moi, dans ma cuisine, sans rien dire à personne. Parce que oui, j'avais une boîte, oui, j'avais des prods, et oui, j'avais du boulot, quoi. Mais j'avais ce vieux rêve. Et une fois que j'ai eu fini de l'écrire, je me suis dit, j'ai 43 ans. Mhm. Personne m'attend vraiment dans le domaine de l'humour ou du théâtre, mais j'ai vraiment envie de vivre cette histoire à fond. Il faut que je trouve un metteur en scène qui m'aide. Je ne vais pas y aller tout seul. J'ai fait la liste des gens que je connaissais vaguement, et je me suis dit peut-être que Michel Larocque, elle voudra bien. Elle était gentille. Et C'est effectivement, gentil, la dame. ouais, ouais, bah, oui, mais c'est rare de dire ça vraiment. Elle était vraiment gentille, la dame. C'est-à-dire que on a fait 30 émissions du 20-20 heures. C'était elle la plus connue, et c'était elle la plus gentille, la plus pro, la plus élégante, polie avec l'équipe technique. Pour moi, c'est un signe direct. Tu vois les gens, leur classe, leur Hmm. élégance, à la façon dont ils parlent au maquilleur, à l'ingénieur du son qui vient la déranger pour mettre un micro. Tu vois, ces gens qui font leur taf, et t'en as qui Ouais, sont tu tellement écris une odieux. belle phrase dans ton bouquin qui dit la réussite sourit aux élégants. Ouais, bah, je le crois vraiment. Et elle est très élégante. D'ailleurs, quand je lui ai Hmm. envoyé un message pour lui demander est-ce qu'on pourrait se voir, que je vous fasse lire mon texte et tout, elle aurait pu m'envoyer balader, tu vois. Non, elle a eu l'élégance d'accepter. On a été se prendre un thé dans un hôtel parisien, et je lui ai raconté mon envie de monter sur scène alors que j'avais 43 ans et que j'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Et elle était là gentille, tu vois. Et je trouve ça élégant. Hmm. Et pour l'avoir vue après, puisque bon, elle a accepté de me mettre en scène. Elle n'avait jamais mis en scène qui que ce soit, donc je pense qu'il y avait quelque chose de la curiosité chez elle à ce moment-là, et puis je sais pas, de la sympathie, et parce qu'elle avait kiffé le texte quand même, parce qu'elle n'est pas folle. Elle Ouais. avait adoré le texte, elle m'a dit bah allons-y, et donc voilà, après j'ai répété avec elle, j'allais chez elle, il y avait son assistante, c'était fou quoi. Tu vois, je me retrouvais à répéter devant Michel Larocque, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de théâtre. D'ailleurs, c'était compliqué, hein. Moi, je souffrais quand j'allais chez elle, j'avais mal au bide comme si j'allais passer le bac, c'était terrible. Parce que j'avais honte, tu vois, je savais pas jouer, elle me reprenait sur des trucs, putain, elle était sympa. Comment on apprend? Bah, Comment comment on on a... apprend après? En faisant, mais euh, je sais pas. Bah écoute, moi je sais pas. En fait, là, j'étais pas totalement novice, c'est que j'avais fait beaucoup d'improvisation, du théâtre d'improvisation. Mais Ah oui, d'accord. pour qui se connaît la différence, tu sais que ça n'a rien à voir. En fait, jouer quelque chose, un texte, et faire de l'impro. Il y en a un, tu n'as pas peur, et puis tu vas avec ton imaginaire et de l'énergie que tu as. Et puis l'autre, c'est vraiment, il y a de la technique. Bah, j'ai appris très vite, en fait. Mais voilà, ça a été long. Et puis après, tu apprends en le jouant, hein. Comme elle- Et la différence entre tu modifiais le texte aussi au fur et à mesure ou Ouais, pas? alors c'est ça, mais ça, c'est mon problème. Et c'est un vrai problème existentiel, hein. C'est que j'ai refait ça à la deuxième, puis à la troisième pièce. En tant qu'auteur, mon problème, c'est que je change le texte tant que je suis pas satisfait. Et ça, au théâtre, c'est radical. Il faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut figer le texte. C'est Oui. parce qu'il faut plus n'y penser au texte. Il faut arriver aux répétitions en connaissant le texte par cœur. Sinon, tu peux pas répéter, ça sert à rien, c'est trop difficile. Et puis surtout, il faut arriver sur scène en connaissant le texte par cœur. Or, moi, si j'étais pas satisfait, je changeais pour la semaine d'après. Donc, ça changeait la répétition, ça changeait l'énergie le jour. Je commençais à douter. J'arrivais parfois des soirs où je savais même plus ce que j'allais faire comme version. J'étais à la V12.
Mais oui, mais ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que ça, je le ferai plus. C'est terminé, ça. Mais ça t'apprend. Moi, j'ai appris en accéléré. Si j'avais commencé le théâtre à 18 ans, comme je voulais faire au départ, j'aurais certainement pas fait ces erreurs. Je me serais fait défoncer par les directeurs d'école, les metteurs en scène qui m'auraient dit, moi, t'es gentil, Coco, tu viendras quand tu connais ton texte. Le problème, c'est quand tu fais tout dans le truc. Tu es l'auteur, le comédien, le producteur, le machin. Tu fais ta tambouille et ta tambouille, tu la fais pas bien. Heureusement, j'avais Michel qui m'a cadré, d'ailleurs, qui a été dur parfois, hein, mais qui m'a aidé. Et ensuite, je l'ai joué pendant 1 an et demi, 3 fois par semaine. C'était canonissime. Et j'aurais jamais dû arrêter cette pièce, tu vois. Mais bon. Euh, les comédiens disent toujours que le public te transmet une énergie. C'est vrai, ça ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est ce terme-là, mais je sais juste que ce sont les moments physiques qui ont été les plus forts dans ma vie. Ça a été ça, sur scène. Et ça a été aussi les plus douloureux. Et c'est ça la complexité de ce job. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le public qui te transmet une énergie. Ce que je sais, c'est qu'il y a des soirs magiques. Il y a des soirs vraiment où tu es là où tu dois être. Ton corps, Ouais. c'est de l'extase. Tu dis n'importe quoi, ça passe. Les gens sont bien. Il y a un truc. Voilà, mais c'est un cliché. Et moi, quand je l'entendais avant, ça m'énervait. J'ai envie d'éteindre et de taper. Mais en fait, quand tu le vois, quand tu le vis, c'est pour ça que tu y retournes, en fait. C'est pour ça qu'on y Ouais. retourne, pour ça qu'on y va, qu'on y retourne comme des cons. C'est que cette adrénaline-là, tu la trouves nulle part. C'est un truc jouissif. Mais le prix à payer, c'est que c'est pas jouissif tous les soirs. C'est pas magique tous les soirs, loin de là. C'est plutôt une fois sur 3, 4, et encore, dans les bonnes années. Et donc, les 3 soirs où c'est pas magique, c'est l'enfer, hein. Les soirs où il y a 12 personnes, les soirs où ça se passe mal, les soirs où tu oublies ton texte, les soirs où tu as pris une mauvaise nouvelle 1 heure avant, où il pleut, où tu as froid, et tu dis pourquoi je fais ça, et tu rentres chez toi, tu dis j'arrête, quoi. Tu dis j'arrête tout, ça sert à rien. Et le lendemain, tu refais le même texte devant des gens, et c'est magique. Et là, tu dis ah merde, et là, tu ressors de là, c'est euphorique. C'est euphorique. Ouais. Tu vas au bar avec tes potes derrière, tu rentres à 2 heures du mat, et c'est la vie qui est ça. Tu dis ça devrait être ça là tous les jours, la vie. Donc, c'est pour retrouver ça que tu y retournes. Et c'est pour ça que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les gens qui font ça par passion, parce que tu gagnes pas ta vie au théâtre, ils sont 200 personnes à gagner leur vie. Le reste des gens le font par passion parce que c'est tellement bon de jouer, c'est tellement bon de sortir de la réalité. Et que là, tous ces gens qui sont sur le carreau, qui ne peuvent pas jouer, pas proposer cette magie-là, c'est terrible. Que déjà, ils gagnent rien, mais là, ils gagnent encore moins et ils le font pas. Donc, c'est horrible. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai kiffé au point d'y retourner. J'ai fait une deuxième. Plusieurs fois. 2 fois, ouais. Je suis retourné un truc à 2 ensuite qui s'appelait Et il est où le bonheur dans ton cul, que je jouais Poétique. avec Stéphanie Jarroux, ouais, qui est aussi humoriste. Et le troisième qui s'appelait Bullshit Therapy, que j'ai joué seul et que j'ai pas joué longtemps parce que j'étais pas satisfait. Et voilà. Donc là, j'ai mis en stand-by, mais je dois avouer que je suis en train de réécrire un truc. Voilà. Ok. On y retourne. Je vais y Attention, retourner un jour. spoiler alerte. Ouais, après, Ok. c'est pas le meilleur moment, quoique, en même temps, c'est vraiment le moment de préparer le retour parce que j'imagine qu'un Bah jour, ouais. ça rouvrira quand même. Et je verrai ce que je fais à ce moment-là. Je me mets vraiment zéro pression. C'est pas pour en faire de l'argent. Ce serait vraiment pour y retourner, genre 1 fois par semaine, prendre un kiff, ma dose de spectacle. Comment un môme qui a 7 ans décide de plus jamais parler en public se retrouve seul sur les planches Ouais. et à faire des conférences devant plusieurs centaines, tu as dû en faire même à quelques milliers. Non. J'aimerais bien en avoir fait quelques milliers. Je serais actuellement très très riche. Non, mais dans la salle, il devait y avoir pas mal. Ah oui, C'est des des gros, gens, oui, des dans la grosses. salle, oui, il y avait quelques Ouais. milliers. D'accord, je croyais quelques milliers de conférences. Non. Ouais, bah écoute, je sais pas, oui, parce que l'anecdote dont tu parles dans le livre, oui, c'est que j'ai eu traumatisé devant l'écran, devant le tableau noir en 10e, et ce jour-là, ça m'a bloqué à vie en me disant, je n'irai plus jamais parler devant des gens. Et ben après, je sais pas, écoute. Et Après, tu l'as toujours, ça ou non, ça va. Non, ça va. Mais non, bah, j'étais en soupçonnes. 10e, hein. Enfin, j'étais en je sais pas comment ça s'appelle, CM1, CE2. Euh, Ouais, mais c'est assez définitif comme prise de position. oui, sur le moment, j'étais sûr de moi. Je ne parlerai plus devant les gens. Bon, après, tu es un peu obligé quand même. Non, et puis finalement, j'en ai fait un métier, évidemment. Tu sais, on fait l'inverse de ce qu'on dit tellement souvent dans la vie. Ouais. Et justement, alors tu regardes aussi ta vie. Et moi, il y a un truc qui me tente. C'est de faire une retraite. Parce qu'on a des vies de fous et le principe de la retraite, c'est de couper
et de couper tout. Est-ce que c'est un truc que tu recommanderais? Oh, alors, ouais, je recommande peu aux gens, je n'ose pas recommander des trucs, hein. Après, je peux te raconter, moi, et j'ai surkiffé. Ça a été des moments magiques. Alors oui, si vous cherchez des moments magiques. Mais après, je ne sais pas si les gens sont tous aptes à ça, hein. Moi, c'était en 2011 la première fois. 2011, j'ai voulu couper, j'en avais marre. J'étais déjà trop dans le digital. J'étais trop dans les blogs, trop dans l'internet, trop dans tout. On était rentré des États-Unis, tout était allé très vite. Il y avait eu la série, les machins. J'avais besoin d'air. Et je me suis dit, où est-ce que je peux aller où c'est le silence? Et j'ai trouvé une abbaye de moines trappistes. Les moines trappistes, ils n'ont pas le droit de parler. C'est la règle de Saint-Benoît. Et ça, je D'accord. me suis dit, bah voilà, eux, au moins, ils vont fermer leur gueule, c'est cool. Et ils vont pas m'embêter. J'ai trouvé une très belle abbaye sur Internet, pas trop loin d'une ligne de train au cas où il y a des soucis avec mes enfants et tout. Et j'ai eu encore une fois l'accord de mon épouse, qui est décidément très gentille. Et je suis parti 15 jours quand même. Presque. 15 Ouais, non, jours. 13 jours. 13 C'est, jours. c'est long. Ouais, c'est long, ouais. Et c'était ouais, magnifique, au point que je l'ai refait 2 fois après. Euh, Bah, c'est fantastique. Tu arrives dans une chambre où il n'y a rien. Tu as un lavabo et un lit, quoi, et un petit bureau. Pas Ouais. d'internet, pas de téléphone, pas de télé, pas de cinéma, rien, pas de radio. Et tu peux participer aux offices. Il y en a 7 dans la journée qui vont de matine à 3h30 du matin jusqu'à Où ça pique ça. la dernière, je crois que c'est nonne à 20h. Oui, ça pique un peu, mais il faut surtout pas la rater. Moi, c'est celle-là que je voulais, celle de 3h30, parce que là, tu te réveilles, t'as froid, tu traverses le truc, t'es tout seul, t'arrives, il y a 70 moines tout en blanc qui chantent des chants magnifiques. C'est absolument divin. Et je précise, étant athée, c'est-à-dire que j'ai grandi dans la religion très croyante, tous les diplômes en Jésus, je me mariais à l'église et tout, mais à 18 ans, j'ai basculé dans un athéisme gentil, hein, correct, Mhm. et aucune violence. Mais Dans un athéisme Kung Fu Panda. voilà, je suis plutôt dans les valeurs humaines et tout, enfin peu importe, j'ai beaucoup de respect, il n'y a pas de problème, au point d'aller quand même dans une abbaye, tu vois, c'est que j'ai quand Ouais. même des attaches et que je renie rien Ouais. et que c'est très agréable. Mais j'ai suivi 3 à 4 offices par jour pendant 13 jours. Ouais, c'était Et tu te magique. re- Alors, t'es seul et pas seul, mais tu te retrouves quand même un peu tout seul avec toi-même. Mais c'est le but, hein. Mais parce qu'on a tellement peu souvent l'occasion d'être seul avec soi, c'est encore une fois, c'est un poncif, mais qu'à le dire, c'est un souverain poncif, mais Mhm. c'est tout le temps, voilà. Puis là, c'est de pire en pire. Mais moi, j'y pense encore là en ce moment plus que jamais, hein. Et pourtant, ça va, hein. C'est juste, mais bon, t'es déjà confiné, mais donc il y a peut-être besoin de me remettre une couche. Mais putain, le temps Oui, passé sur les réseaux à regarder Netflix, Instagram, les machins, les trucs, on devient dingue. Et donc, ce silence-là, là-bas, il est vraiment fantastique. Les repas, même moi, on était peu, il y avait peu de monde, hein, il y avait deux, trois mecs à chaque fois. Les repas étaient en silence. Après, tu peux te promener. Moi, je faisais 15 bandes par jour dans le parc de l'abbaye. J'écrivais beaucoup sur du papier avec un crayon. J'allais à leur cérémonie parce que tu crois ou pas, c'est des moments de recueillement fantastiques. Les chants sont beaux, puis tu t'interroges sur eux, tu vois. Tu dis, mais comment ça se fait qu'ils donnent leur vie là-dessus? ouais. Pourquoi ils croient et moi pas? Pourquoi est-ce que ça leur fait du bien? Est-ce qu'ils ont des failles? Enfin, tu peux passer vraiment, t'as de quoi faire, hein. Tu peux penser pendant 13 jours. Et puis, Et t'as des dialogues avec les moines? Enfin, non, ils n'ont pas le droit de parler. non, t'as pas le droit. Alors, si tu as un dialogue en arrivant, juste quand même, faut quand même la base pour qu'il t'explique la base. Donc, c'est Mhm. Voilà, les toilettes, c'est le par là. frère hôtelier qui te montre ta chambre et qui te dit voilà où sont les serviettes, la douche. La douche, c'est à l'étage, hein, c'est pas dans ta chambre, hein, c'est pas un hôtel. Ouais. Et puis, qui te dit si vous voulez parler à quelqu'un, vous me le dites. Donc, parler à quelqu'un, c'est se confesser normalement. Ouais, j'ai Oui. dit, je leur ai pas menti, hein, je lui ai dit, mais moi, non, je me confesse pas. En tout cas, je me suis pas confessé depuis 25 ans. Il dit non, mais si vous voulez parler à quelqu'un et tout. Et donc, j'ai hésité longtemps, et puis à la fin, j'y suis quand même allé parler à quelqu'un, qui est donc le frère Emmanuel, qui est exactement mon âge, et c'était là aussi fantastique. On a parlé 2 heures. C'est pas une confession, j'allais pas me mettre d'un coup à me confesser. C'est t'es rouillé un peu, quoi. Ouais. Mais peut-être, tu vois, 25 ans de retard, tu dis, oh, bon, c'est bon, t'as la semaine, mec, parce que là, il y a du travail. Mais en fait, c'est une conversation avec ce type qui était magique. Voilà, là aussi, c'est des moments magiques. Quand je te disais que je cherche l'intensité, en fait, c'est épuisant. Tu vois, même ça s'entend, je pense, dans ma voix, que c'est épuisant de chercher l'intensité. Mais quand tu la trouves, Mhm. c'est tellement bon. Donc moi, ces moments magiques dans cette abbaye, cette conversation avec le frère Emmanuel que j'ai reproduite derrière, parce que j'y suis retourné 2 ans après, puis 2 ans après, où j'ai vécu un week-end de Pâques absolument dingue.
là-bas, parce que Pâques, là-bas, c'est la folie, quoi. C'est leur Coupe du Monde à eux, tu vois. C'est leur finale de la Coupe du Monde, Pâques. C'est au-delà de Noël, c'est Pâques. Donc, Ouais. tu me demandes, ouais, bah, je vais finalement répondre. Est-ce que je recommande aux gens? Oui, si vous avez besoin de vous retrouver 5 minutes dans un endroit bienveillant et propre. Et bah ouais, faut faire ça. Et à la fin, tu pars, tu donnes de l'argent ou pas, tu peux le faire pour rien. C'est-à-dire que moi, je sais que pendant que j'étais, il y avait deux espèces de, je dirais pas des SDF, mais très très pauvres, quoi, qui étaient sur le chemin Mhm. de Compostelle. Bah, ceux qui ont plus de moyens comme moi, ils donnent pour cela, si tu veux. Donc tu pars et tu laisses un chèque dans la boîte sans rien dire. Voilà, tu peux donner 10 balles, 100 balles, 300 balles. Moi, je me suis dit, bon, bah, si j'étais allé à l'hôtel au bord de la mer, bon, c'est peut-être pas aussi bien, donc ce sera moins cher. Quand même, il y a Mais une réflexion économique autour de ça. ouais, tu fais Ok. tu fais ta petite addition, quoi. Et ça leur paye des nouveaux bouquins, ça leur paye des trucs. Alors sans, et je te demanderai, tu le dis si tu veux, mais justement le fait de réfléchir à plein de choses comme ça, Mhm. il y a eu des révélations, alors des épiphanies, on a déjà utilisé le terme, mais qui derrière t'ont fait agir une fois revenu entre guillemets à la vie normale. Non, pas, ces retraites n'ont pas servi à ça. Elles m'ont permis, en revanche, vraiment de me déconnecter, d'écrire beaucoup. Le premier spectacle, je l'ai beaucoup écrit là-bas. Parce que voilà, j'écrivais 4 heures sans m'arrêter. C'était fantastique. Mais j'ai pas pris de décision majeure. Donc ça y est, les enfants, papa, c'est ce qu'il va faire dans la vie. Non, non. C'est juste un bien. Voilà, mais ça devrait être prescrit presque. Ça devrait être obligatoire. Et d'ailleurs, plein de gens le font. Que ce soit une retraite là dans une abbaye, mais il y a des gens qui font des retraites de yoga, il y a des gens qui passent une semaine au bord de la mer sans personne, plein de gens qui se déconnectent et ça devient de plus en plus parce qu'on devient de plus en plus tous fous en fait. On devient tous dingues. Passer 8 heures. On parlait de Loïc Lemeur tout à l'heure. Mhm. Il est en plein dans ça aujourd'hui, Ah hein. bah lui là il va loin lui. Lui là, mais de toute façon Ayahuasca et lui, la c'est un totale, quoi. Jedi aussi, hein. Loïc, quand on cherche de l'intensité, là j'ai mon maître, hein. C'est que Loïc, quand il fait du sport, il fait du kitesurf, il fait du parapente, il fait des sports dangereux. Et quand il décide de se déconnecter, il fait ça à fond, tu vois. Il part 2 mois en Amazonie, dans les villages reculés, à faire des trucs de dingue. Et, euh, et ouais, mais bon, moi je suis assez admiratif. Après, tout le monde va avoir des regards critiques, cyniques, et tout n'empêche. Bon, Ouais, le mec, il le poste et il le dit et il t'emmerde. Et en même temps, on a dîné ensemble il y a 2 mois, et voilà, il arrive au dîner et c'est Loïc, quoi. Tu vois, on dîne, on bouffe, on boit du vin et ça n'empêche pas qu'après il va en Amazonie, il voit d'autres gens et il ouvre ses chakras. Moi, j'aime bien ça. Il change le regard sur sa vie et c'est courageux. Courageux. non, puis là où tu as raison, et tu es un peu comme ça aussi, c'est qu'il y a un moment, il met le curseur et il met le curseur à fond. Bah, Et il y va. ouais, il y va à fond. Mais moi, je critique pas les gens qui vont pas à fond. Je critique les gens qui vont pas à fond, mais qui critiquent les gens qui vont à fond. Non, chacun fait ce qu'il peut avec sa vie. Euh, Il y a des gens qui sont très bien calmes et qui ont besoin de ce calme, d'avoir un métier calme, de surtout pas se mettre en danger. Mais parfois, je rêve de ça, hein. Parce que là, on fait les malins. Tu me demandes, je réponds. Ok. Mais il y a des moments, tu sais, je me dis, oh là là, pourquoi il faut toujours aller chercher l'aventure? Hmm. Parce qu'en fait, parfois, je me dis, je suis pas auteur, je suis explorateur, en fait. Je suis Indiana Jones de la life. Donc, c'est fatigant, hein, Indiana Jones. Il y a un peu de ça, hein, Ouais, franchement. mais c'est vrai. Je suis explorateur. Donc, tu explores des trucs. Tu explores la radio, le théâtre, le cinéma, la littérature. Tu montes un crowdfunding, tu montes une boîte, t'en plantes une. Tu vas aux États-Unis, tu reviens. Tu rencontres une meuf, tu largues tout, tu reviens. C'est épuisant, tu sais, mais c'est tellement bon. Je pense que j'irai au bout comme ça, tu vois. Je me vois mal redescendre. Avec ton labrador au bord de C'est l'étang, en ça. train de pêcher. Alors, c'est un golden, mais c'est pas loin, c'est un cousin du labrador. Et je suis moins à la campagne maintenant, mais ouais, Mais tu vois, ça c'est aussi un truc, un truc bizarre. C'est que, alors tu t'en rends pas compte, mais tu es dans ma vie.
Ah bah merde. Euh, mais ouais, c'est con à dire, mais tu vois, en préparant tout ça, je me dis, ok, bon, on s'est vu, on a bossé deux, trois fois ensemble. Ouais. Tu as eu la gentillesse de venir intervenir auprès de mes étudiants Mhm. et ils m'en parlent encore. Enfin voilà. Euh, mais finalement, voilà, c'était assez ponctuel. Mhm. Sauf que tu te livres quand même beaucoup Mhm. et depuis longtemps. Et ce qui fait que bah, j'ai l'impression. Alors, je te connais en surface, mais tu vois, tu vis avec moi. Quand tu te réveilles le matin et que je vois ta gueule, et, Désolé, hein. et je t'écoute en plus comme un couillon, je t'écoute. Ah, je suis désolé de t'imposer ça. Écoute, ouais, je sais pas, c'est pas simple. En même temps, je ne livre pas tant que ça. C'est-à-dire que si tu réalises, en fait, moi, je suis né dans les blogs publiquement, on va dire. Avant, j'avais ma vie tranquille, salarié chez Publicis, je montais une boîte de com, voilà, comme tout le monde. Et puis, j'ai ouvert un blog. Et c'est là où tu bifurques dans la vie un peu plus publique, toute proportion gardée, faut pas déconner, hein. Ouais. Pas de Johnny Hallyday non plus, hein, tu as ouvert un pauvre blog. Mais tu as un blog qui fait marrer des gens, donc ils commencent à mettre des commentaires. Et moi, ma vie, elle a basculé aussi. Ça a été une grande bascule de voir qu'il y avait des gens, des humains, avec qui tu peux parler et qui disent des trucs. Avant, tu es dans ton petit réseau de ton truc, tu as 50 personnes dans ta vie, comme dans un village. Et là, tu en as 200, Ouais. 400, 1000, et puis tu commences à passer à la télé et tout, puis tu commences à trouver ça fun. Et puis visiblement, j'avais besoin de parler. Et donc, j'ai commencé à raconter ma life. Mais pas tant que ça, en fait. Si tu réfléchis, les gens, ils savent pas très bien ce que font mes enfants. Maintenant, ils sont plus grands, donc Ouais. ça me met moins mal à Mm. l'aise. Mais les 15 premières années, j'ai rien dit sur eux, pas une photo d'eux, Mm. pas une réflexion sur mon couple ou ma vie. Très peu. Ouais. C'est avec le temps, là, ils sont plus grands, ça, j'écris un bouquin un peu autobio, mais encore une fois, c'est autobio. Ouais, là, je commence à livrer des trucs, c'est sûr. Mais quand je fais les vidéos le matin avec mon iPhone Miracle Morning, tu sais rien, tu sais pas où je suis, tu sais pas dans une maison, un appart, tout seul, il y a des gens. Je raconte pas ma vie, je raconte pas ce que j'ai mangé. C'est des opinions, c'est Ouais. des pensées à la con, tu vois. On t'a arrêté des fois dans la rue en disant ah 20-20. Ouais. Ouais. C'est un petit kiff ça ou pas? Moi, ça me rend mal à l'aise, mais je trouve pas ça désagréable, mais je sais pas réagir. Voilà, c'est tout. Je trouve Ouais. ça, Mm. waouh, je trouve ça super gênant, surréaliste, alors que moi, je le fais. C'est-à-dire que quand je vois des gens que je kiffe, j'ai tellement envie d'aller les voir et tout. Et je le fais d'ailleurs. La preuve, je raconte dans le bouquin, Clint Eastwood, j'ai failli le violer. Tu vois, Oui, je suis c'est vrai. fan de nature. Mais quand c'est quelqu'un qui vient te voir et qui dit ah mais j'adore et tout, je sais pas comment faire. Je sais pas. Faudrait que j'apprenne parce qu'en fait on m'a appris. Alors j'ai appris avec le théâtre qu'il fallait surtout remercier quand à la sortie les gens ils venaient te dire merci, c'est tellement drôle. Si tu commences à dire non, j'ai été nul à ce moment-là, ils sont déçus, ça les énerve et même ils veulent être désagréables après les gens. Il Ouais. faut juste accepter. Ils te disent merci, bah tu dis merci. Voilà, parce que c'est un couple. Ouais, c'est arrivé. Après, c'est pas arrivé un million de fois non plus, hein. C'est plutôt des gens qui m'écrivent qui arrivent souvent, euh, depuis 15 ans. Avec les TEDx Paris, avec tout ça, j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent pour me dire qu'est-ce que je dois faire, ou ça a changé ma vie, ou tu me fais tellement marrer, ou pour m'insulter, ou des trucs. Mais dans la rue, faut pas exagérer, ça a dû m'arriver 10 fois en 15 ans. Justement, tiens, dans notre série, les conseils à la con de Cyril Lasterie, Hum. euh, à quelqu'un qui se pose aujourd'hui des questions sur est-ce que je dois changer, est-ce que je dois brûler les bateaux et aller faire autre chose, ce serait quoi les deux, trois questions que tu lui poserais pour être sûr Écoute, putain, si j'avais cette réponse toute faite, je pense que je serais à la fois et très heureux et très riche. Mais Ouais, si t'as toutes les réponses, là, faut écrire un ouais, bouquin ouais, là-dessus. mais c'est ce que je fais en fait. J'écris, mais en fait, je les distille au fur et à mesure. Mais et puis j'ai pas les réponses, tu vois, ce serait facile. Je sais juste que ce qui a marché pour moi. Alors, est-ce que c'est étendable à d'autres? Je sais que les inviterai à aller voir mon TEDx Paris 2014. Voilà. Parce D'accord. que j'ai Alors, je encore mettrai le lien. hier sur LinkedIn un entrepreneur qui m'a envoyé un message en disant que c'est à la suite de la vidéo qu'ils avaient monté leur boîte avec son associé. Ça, tu vois, moi, derrière, mais je peux faire un 12 km tout nu dans la rue de joie. Parce que tu te dis, bon, bah, c'est cool, là, ça sert pas complètement à rien ce que je raconte de temps en temps. Et le fond de ce TEDx, c'était en gros transformer le risque en chance. Et j'étais parti de cette phrase, oui, que nous, on dit, je Hmm. vais prendre un risque, là où les Américains disent, you take a chance. Et c'est ça, moi, que je fais.
je me dis, quel est au fond le grand risque à faire ce qu'on a envie de faire? Quel est le gros risque? C'est quoi? Tu te plantes, ok, moi ça me fait rien. Alors après, si les gens ils disent ouais mais moi ça me fait, bah, analyse pourquoi ça te ferait de la peine de te planter. C'est quoi? C'est le regard de ta mère. En général, c'est la mère, le meilleur Mhm. pote et quelqu'un qu'on déteste qui a réussi. Voilà, et une ex. C'est 4 personnes le jugement de l'autre. Et, Ok. donc si tu résous le jugement de ces 4 personnes, tu peux monter ton truc et te planter, c'est pas grave. La Donc, matrice du jugement. ouais, en fait, c'est tellement de jugement qui fait que tu fais pas ton truc. Après, il y a la peur de se planter en soi parce qu'il y a de l'argent. Euh, Moi, j'ai toujours quand même réussi à soit trouver un soutien financier que j'ai remboursé, soit à limiter la casse au cas où. Je suis jamais Mhm. non plus parti complètement n'importe comment, tu vois. Et ça, je crois que c'est pas forcément une bonne idée. Euh, En revanche, toutes les peurs, je les élimine avec une seule. Moi, c'est qu'il n'y a rien de pire que la mort. Donc, encore une fois, c'est chacun ses méthodes. Et je Ouais. refuse d'arriver plus vieux en me disant merde, j'aurais dû faire ça. En fait, cette pensée-là me rend malade. De me dire, j'ai pas fait le truc que je voulais faire, me rend dingue. Tu vois, vers 60 ans, 65 ans, 70 ans, oh non, j'aurais aimé faire du théâtre, mais je l'ai pas fait. Non, no way. Si tu as envie d'un Ouais. truc, tu le fais. Sinon, cette peur-là, j'ai la peur de regretter. Euh, donc, il y a ça que j'utilise beaucoup. Après, c'est ce qu'on aime faire au fond de soi. Il y a des gens, mais je rencontre tellement de gens qui aiment faire un truc et qui ne le font pas. Et je me dis, mais pourquoi? Je sais pas, j'ose pas et tout. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas? Et tu t'aperçois, tu te décortiques les raisons, elles tombent les unes après les autres. C'est plein de trouilles, c'est plein d'angoisse, c'est des trucs qui remontent à l'enfance, c'est la domination d'une personne nocive autour de toi. Il y a 1000 raisons, mais la vraie raison, non. Et comme moi, je suis tellement, mais tellement intimement persuadé que tout le monde a un truc. Et que ça me rend tellement dingue de voir comment on peut, tu vois, notamment, moi, je suis passionné par l'éducation qu'on fait aux enfants. Quand on voit qu'on tue la créativité ou l'envie des enfants dans l'œuf à l'âge de 4 ans, 5 ans, 7 ans, par une petite phrase, par un truc pas bien dit, par des notes qui font mal, des trucs, et que ça crée des adultes où j'en vois, moi j'ai plein de potes dans la finance ou des trucs qui sont pas plus heureux que quiconque alors qu'ils sont blindés parce qu'ils n'ont pas fait le truc qu'ils voulaient, qu'ils ont un Ouais. côté créatif qui n'a pas été exploré, qu'il y a le mec qui aurait rêvé d'être ébéniste, mais non, parce il a fait un G parce que ses parents voulaient et tout, puis ça crée des adultes bancaux ou bancales. Et alors certes, bancal qui roule dans une belle voiture, c'est peut-être mieux que bancal dans une Clio, mais Clairement. je sais pas, moi je suis tellement, mais faut y aller quoi, c'est tellement rapide. Tu vois, on parlait de la mort, ouais, quand moi mon père est mort à 64 ans, ça a été aussi un des déclics, c'est tu dis, mais putain, 64 ans, c'est l'âge que j'ai dans 14 ans, tu vois. Donc je vais Mhm. hésiter 5 minutes là à faire un truc? Bah non, non, j'ai pas 5 minutes. Donc maintenant, quand j'ai une idée, je la fais. Alors, évidemment, il y a une contrepartie. C'est que plus tu as d'idées, moins tu te focuses sur les idées, moins tu risques de la réussir aux petits oignons, parfaitement. Et que parfois, je me dis, j'aurais tellement aimé être comme ma fille à l'âge de 15 ans, être focus sur le dessin et faire dessinateur toute ma vie et devenir le roi des dessinateurs avec un bon salaire. Non, Mhm. le prix à payer de cette liberté, de cette intensité, c'est que c'est un peu comme une table de jeu. Il y a des soirs où tu gagnes et des soirs où tu perds. Donc moi, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et l'un équivaut l'autre à peu près. À ce stade, j'ai un peu fait moite-moite. Ouais. Planté 2 boîtes, réussi 2. Été très bien payé en tant que salarié, moins bien salarié par ailleurs plus tard. Les conférences, des années top, des années moins. Tu vois, une année comme cette année-là, quand tu es conférencier et théâtre, tu Oui. as un peu le bingo quoi, dans ta life. Mais c'est pas grave, tu vois, il y a les restaurateurs, il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des mecs qui crèvent la dalle. Tu es là, bon, ok, tu fais d'autres choix, tu recommences. C'est pas grave. Donc en fait, je sais pas, j'ai l'impression que soit tu es focus sur un métier et c'est une passion, c'est un art, c'est une expertise, tu kiffes ta life, et ben top. Soit tu es hyper curieux comme moi, hyper généraliste, tu as envie de tout faire, tu as envie de mordre la vie, vas-y, vas-y. Et puis ça marche pas, c'est pas grave, écoute. Moi, ma première pièce, elle était top et je l'ai arrêtée, j'aurais pas dû. Je reconnais cet échec de ma part. C'était pas T- l'échec. T'aurais pas dû Mais l'arrêter? non, j'aurais pas dû l'arrêter. Ça, c'est un regret, mais c'est pas grave. Ok, maintenant, je refais plus cette erreur. Je l'ai arrêté parce qu'il s'est passé encore d'autres trucs dans ma vie. Je pouvais plus arriver sur scène.
C'est une pièce qui parlait de la mort. Je vivais la mort. Ça faisait trop la mort partout, quoi. Mais Ouais, avec le c'est dur recul, à, c'est dur à tenir. aujourd'hui, je sais qu'une pièce, il faut 4 ans pour qu'elle marche. En dessous, ça marche pas. 4 ans, Ouais, mais c'est c'est 4 ans. énorme. De Maison, tout le monde dit, ouais, il a changé de vie. Mais ouais, mais ça a mis 4 ans avant qu'il réussisse. Un spectacle, pour qu'il soit solide, pour que tu puisses jouer avec 42 fièvres, il faut tes 4 ans dans les pattes. Et moi, je l'ai arrêté au bout de 2. Ben voilà. Donc, j'ai fait un deuxième spectacle parce que j'ai envie de faire un deuxième spectacle. Après, je suis revenu. Et je l'ai arrêté pareil. Au bout d'un an et demi, j'aurais pas dû. C'est parce qu'il marchait bien, ce spectacle. Et le troisième, du coup, j'y suis retourné en me disant, il faut vraiment que je le fasse. J'aurais pas dû y aller carrément là. Parce que là, je descendais, en fait. Donc maintenant, je sais que j'y retournerai parce que le kiff, il est là, mais que je ferai plus ces erreurs-là. Si j'y retourne, c'est avec un truc aux oignons. Je ne changerai pas une virgule. J'aurai un metteur en scène, j'aurai une prod et je jouerai 4 ans, tu vois. Et j'irai Ouais, surtout pour le kiff, pas pour d'autres raisons. Pas pour, je sais pas, des raisons cachées ou pour régler des problèmes psychologiques avec des trucs à régler, quoi, tu vois. Non, il faut y aller à fond. Donc voilà, je fais tout à fond. Tu vois, pendant le confinement, j'ai écrit une autre pièce de théâtre pour plusieurs personnages. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère qu'elle se jouera. Peut-être pas avec moi, mais c'est pas grave. Euh, j'ai créé une chaîne avec une boîte on s'éclate. Enfin, tu vois, il y a des années comme ça, et puis il y a des années avec une boîte orléanaise. avec une boîte orléanaise qui s'appelle Pentalogue, que je remercie Ouais. d'avoir rencontré dans ma vie. Tu vois, c'est pareil. Il y a 2 ans, je rêvais de créer un média pour une boîte, parce que j'y crois. Je pense que les boîtes maintenant doivent avoir leur propre média, doivent pouvoir Mhm. s'exprimer dans tous les arts. Et je suis allé voir Pentalogue en 2019, donc cette boîte orléanaise. Tu les connaissais comment? Oh, je le connaissais. Bah, tu vois, pareil, c'était une démarche. Il y a 4 ans, j'étais allé voir Frédéric Lanier, le patron. Il y a 3 ans, j'étais allé le voir pour cette idée déjà, en disant, Ouais. il m'avait reçu dans leur siège social à Orléans. On avait fait un déjeuner à la française. C'était topissime. Tu vois, c'est des rencontres. C'est intense, ça. C'est intense. Et on a kiffé avec Frédéric. Il y a 2 ans, je suis allé le voir en 2019, l'année dernière, en disant, écoute, il faudrait faire ça. C'est top de faire un média et tout. Parce que je savais qu'il aimait bien l'idée. Il aime bien. Mais c'était pas le moment, tu vois, c'était trop tôt, il n'y avait pas le budget, je sais pas quoi. Mais c'est pas grave. Tu vois, si tu m'étais dit, ouais, mais il voudra pas, ou il y aura pas le budget, ben, j'y serais pas allé à Orléans. J'y suis allé. Et ça n'a rien donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le Covid est arrivé? Frédéric, le lendemain, le 16 mars, il Mhm. m'appelle en disant, on va le faire ton média. Tu vois, c'est ça, en fait, la life, dans ma life. Ouais. Alors, ça crée des trucs. Et heureusement que Frédéric m'a appelé. Tu vois, je bosse maintenant depuis 7 mois avec eux sur la création du média. On fait des lives sur Internet, sur des sujets techniques. On fait des tentatives, on essaye des trucs. Mais heureusement que j'ai eu ça qui a remplacé les conférences, tu vois. C'est comme si, en fait, en faisant les trucs, t'entretiens un petit fil avec l'univers. Je suis pas mystique, Mhm. mais c'est comme disait mon Non, meilleur puis pote. là, sur ce coup-là, tu leur as fait gagner vachement de temps. Parce que, effectivement, enfin, je pense qu'ils y avaient aussi un petit peu réfléchi en amont. Ouais. Et ce qui fait que le jour où, Bah, c'est hop, ça, en fait, ils y ont pensé, c'est Jeff Mignon et lui qui ont eu l'idée. Ils m'ont appelé le 16, le 23, on faisait le premier live. Parce que j'en avais déjà fait, parce que je connaissais les trucs, parce qu'ils sont pas cons non plus, je peux te dire, c'est des flèches. Et ils ça ont une équipe carburant. derrière. Et voilà, on a lancé un média, on a fait des erreurs, on a fait des jours où il y avait personne, mais maintenant, ça fait 7 mois qu'on fait du média d'entreprise, à un moment où maintenant tout le monde est en télétravail et où toutes les boîtes se disent, bah, comment on crée du lien entre les gens, comment on crée une culture de boîte quand on peut plus se voir, bah, c'est peut-être pas mal d'avoir un média d'entreprise, tu vois. Et ils sont tous en train d'y venir, hein. Je discutais avec le directeur marketing com d'une grande banque Mm. et ils ont investi dans un studio Bah ouais. télé. Bah, carrément, mais il faut. Alors, Mais en fait, voilà. c'est presque logique. C'est un no-brainer, comme on dit encore. Tu peux plus faire de réunion, tu n'as plus de traiteur, plus de salle, plus rien. Il faut que les gens se parlent. Bah, c'est sur le digital. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui sachent le faire. Donc, il faut prendre des gens qui savent parler. Et puis, il faut brancher 3 caméras, sinon tu verras pas, et ainsi de suite. Puis finalement, tu t'aperçois que c'est un studio de télé quoi, ou un studio de broadcast. Ouais. Bah voilà. Donc, bah, ça s'appelle un média. Et ben c'est canon. Moi, je suis tellement content que les boîtes créent des médias, on va voir des nouvelles têtes, et puis après, ça va revenir. On va équilibrer. Il y aura de nouveau des conférences en vrai, et puis il y aura un mix média, et on choisira où on se parle. Tout ça pour dire, bref, si tu végètes, t'as rien. Tu vois, si tu végètes, t'as rien. J'aime bien ce jeu de mots. Et c'est pour ça que moi, Ah, je l'avais pas celui-là. ouais, c'est Ok. pour ça que je l'ai décortiqué. C'est que Oui, moi, j'avais j'y pas vais, compris. quoi. J'y Merci. vais. Qu'est-ce qui se passe si je me plante? Bon, bah, je me plante. Il y aura 3 mecs qui se foutront de ma gueule. Ok, tu fais quoi, toi? Bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Voilà. Ouais. C'est bon. L'échec Non, mais n'est là plus une aussi, problématique. tarte à la crème aux États-Unis, c'est presque obligatoire. Et ça me fait chier de mettre les États-Unis en référence, tu vois. Maintenant, c'est plus une super référence, mais
La vie devrait être ça, évidemment, que tu apprends des échecs. Et puis si tu tentes rien, il se passe rien. Donc voilà. Après, c'est ma nature, mais j'ai un super pote, c'est l'inverse, hein. Il est super content dans son job et tout va bien. Et moi, en fait, peu importe. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est les gens où tu les rencontres et tu sens que ça va pas. Et ça va pas parce qu'ils osent pas faire le truc qui leur brûle les doigts. Ouais. Et tu te dis, ah merde, c'est con parce que tu vois, ça va vite, quoi. Alors comment je peux faire pour t'aider? Parce que ça se trouve, c'est juste. Parfois, tu sais, c'est une phrase qu'on t'a prononcée et qui te fait. Moi, c'est un jour un pote qui m'a dit ça, un Américain. On était à un barbecue. Il me disait, c'est quoi ton rêve de vie? Je lui dis, c'est être écrivain. Il me dit, bah écris. Pas con, hein, comme conseil. Non, c'est pas Bah, con. le fait que ce soit lui qui le dise à ce moment-là dans ma vie, tu vois, c'est pas le conseil le plus le plus intelligent du monde, mais c'était tellement limpide que j'arrête. Non, mais fallait que j'arrête de me rêver écrivain. Fallait que j'arrête juste de Ouais. rêver et que je me mette à écrire. Et c'est ce que j'ai fait dans l'heure qui suivait. Grâce à lui, grâce à cette phrase. Je dis pas que lui est un génie. Je dis que parfois, c'est une phrase que tu entends à un moment clé par une personne qui sort de nulle part, qui te donne l'impulsion. Et moi, j'en ai tellement eu des gens qui m'ont donné cette impulsion que si je peux la rendre de temps en temps, voilà, j'aime bien. Bah, tu vois, ça me rappelle pour le coup une phrase qui m'a marqué parce que je dis toujours aux étudiants, les gars, soyez pas consommateurs de votre vie, soyez acteurs de votre vie et donc de votre éducation. Et puis, toi, t'écris, euh, soyez auteur de votre Ouais, vie plutôt qu'acteur de votre ouais. vie, parce que si on est acteur de sa vie, ça veut dire que quelqu'un d'autre écrit le scénario. Ouais, ben ouais, je sais pas d'où ça me vient. Je sais même pas si c'est de moi. Ah, mais c'est une fulgurance, là, Cyril. Non, non, mais c'est que oui, être acteur de sa vie, il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire ton scénario. Et moi, ça m'énerve. J'y peux rien. Mais après, c'est la nature de chacun, hein. C'est peut-être parce que je suis fils unique et tout. En fait, en fait, comme personne n'a l'explication de ce monde, je ne vois donc personne légitime à me dire ce que je dois faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Personne n'est Ouais. légitime. Donc, à partir de là, tu es obligé, une fois que tu as dit ça, parce que ça peut paraître prétentieux, non, une fois que tu as dit ça, tu es un petit peu obligé de prendre le truc en main, tu vois. Ok, bon, bah maintenant, t'as qu'à faire, hein, parce que si personne ne te dit ce qu'il faut faire, tu le fais. Et être l'auteur de sa vie, oui, moi je préfère être l'auteur, qui écrit le scénario, et que quelqu'un d'autre le joue. Être l'acteur de sa vie, tu es encore très passif. Mhm. C'est bien, hein, ça peut Non, être puis c'est l'acteur, pas. mais encore une fois, chacun son. Moi, c'est mon caractère. Il faut que j'écrive l'histoire. C'est mon métier, hein. Auteur, j'écris l'histoire depuis l'âge de 4 ans. J'aime quand c'est des jolies histoires. Pour ça en amour, il faut que ce soit joli. Il faut que les associés, ce soit des mecs bien. Il faut que quand je faisais une émission, il faut y aller à fond. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça sert à rien. On va tous mourir. On va tous être tristes. Tu vas éteindre ton truc. Tu vas dire, bah, j'ai rien eu. Moi, je vais dire, je vais perdre 1 heure et demie. Ah, Les gens qui vont tu, l'écouter vont tu dire, deviens on se fait dépressif, chier. ouais. On perd tous du temps alors qu'il n'y a pas de temps à perdre. Tu vois, c'est tellement dingue. Donc ouais, moi j'aime bien quand je rencontre des gens qui sont sur le fil, euh, leur dire ce que je peux pour leur dire mais vas-y quoi. Ça, Et puis, qu'est-ce tu as raison, des qu'est-ce qui fois, c'est un empêche? conseil aussi simple que vas-y, juste fais-le, Ouais, quoi. mais vas-y. Non mais après c'est pas aussi simple. Évidemment que c'est pas aussi simple. Après faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même surveiller. Puis les gens après ça vite, il y a des excuses. J'ai les enfants, j'ai le loyer évidemment. Mais ça on l'a tous quoi. Ça c'est Mm. la base de tout le monde. On a tous ça. On a tous des enfants et des loyers. Donc une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'y reste de ta volonté? Tu la mets où? Tu la mets à aller tous les jours au même endroit avec des gens qui te demandent de faire la même chose pour un salaire qui te satisfait. Et c'est très bien, encore une fois, c'est très bien. Si ça ne te satisfait pas, il faut pas aller chercher dans les excuses derrière. C'est pas possible. Tu vas crever à la gueule ouverte, tu vas faire un cancer, un ulcère, et tu vas juste avant de mourir, tu vas dire, mais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas été au bout de mon rêve? Pourquoi j'ai pas vu mes amis plus souvent? Pourquoi j'ai pas été demander de l'aide? Qu'est-ce que tu as? Non, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai peur de ça pour moi. En fait, quand je dis ça pour les autres, c'est que j'ai tellement peur de ça pour moi quand je vais pas au bout d'un truc. Parce qu'évidemment, tu as des jours lâches, tu as des jours, tu as envie de parler à personne, tu as envie de On a le retrouver un. droit d'aller demander de l'aide. Hein? On a le droit d'aller demander de l'aide. Ah, mais carrément. Mais en fait, quand tu demandes, les gens, ils donnent. Alors après, il faut pas demander tout le temps la même chose à la même personne. Ça devient lourd. Tu fais chier. Ouais, Tu fais chier, Michel. Mais est-ce que tu as remarqué, les gens bien, gentiment, poliment, quand on vient te demander quelque chose, tu as plutôt tendance à vouloir rendre service ou à dire oui, tu vois? Ouais, moi, c'est ma nature, j'aime bien rendre Mais ça, service. c'est bien et je le constate, mais tout le monde, en fait. Quand on te demande quelque chose qui a du sens et où tu peux aider, tu le fais.
mais on n'ose pas, parce alors faut pas demander tout le temps et n'importe quoi, mais tu vois, moi je suis allé demander à Michel Larocque de me mettre en scène. Je la connaissais Faut oser, pas, ouais. je Faut oser. l'admirais plutôt, j'ai flippé dans ma culotte, je savais pas où me foutre, et elle a dit oui. Et ça change un destin, en fait. Et Ouais. Loïc Lemer, je pense que je lui ai un petit peu suggéré de me faire venir aux États-Unis. Dans ma tête, j'ai osé, je me suis dit, moi, allez, ouais, si ça se fait pas, mais allez, vas-y, quoi. Quand j'ai monté mon agence, je suis allé voir un pote je pensais jamais à lui demander des sous. Je me suis dit, bon, allez, c'est dangereux de demander des sous à un pote, quoi. Et il m'a prêté les sous. Et je l'ai remboursé, évidemment, à l'euro près, 4 ans plus tard. J'avais la chance d'avoir ce pote-là qui avait les moyens. Ouais, t'as des bons copains, toi. Comment? T'as des bons Ben copains. non, mais on a tous des Copains. bons copains. Si c'est pas un copain, c'est un banquier, c'est un investisseur. Moi, j'ai eu cette chance-là à ce moment-là. Après, j'ai fait les choses. J'ai emprunté une seule fois, hein, mais ça m'a permis de monter ma première agence. Mais en même temps, il me les a donnés parce qu'il a vu que c'était important. Donc, il faut pas demander tout à n'importe quoi, à n'importe qui. Mais le jour où tu es sûr de toi, si tu rêves d'être ébéniste, sois ébéniste, putain, pardon. Euh, Vas-y, mais t'emportes pas. mais peut-être pas tout de suite. Largue pas ton job immédiatement en disant, allez, c'est tout ou rien. Il y a peut-être des Ouais. petits pas à faire. Tu commences pour tester. Est-ce que tu es vraiment ébéniste? Est-ce que tu aimes le bois? Est-ce que tu vas pas peut-être prendre un petit cours du soir? Tu vas peut-être prendre un atelier, puis tu t'aperçois au bout de 2 ans qu'en fait, tu n'étais pas ébéniste. C'est bien que tu aies gardé ton job. Euh, Faut pas devenir fou, en fait. Le problème, c'est que parfois, il y a des changements de vie qui se font dans la violence, c'est-à-dire soit par un ras-le-bol, ou par une rupture, ou par Ouais. Faut le au faire pour les mauvais bonnes moment. raisons. Et du coup, ça tient Ouais. pas la distance. Il faut un truc qui soit profond. Si c'est un truc que tu rêves depuis l'âge de 20 ans, ou un truc qui te réveille le matin, un truc où tu vois pas passer le temps. Enfin, ça, c'est le principe de la créativité. C'est quand tu es dans le flow. Ça, c'est un indice pour savoir si c'est dans ton truc. Et l'autre indice, c'est comment tu vas vivre avec pendant 5 ans. C'est ce que disait Druby, qui est un grand scénariste. Il disait, quand vous vous lancez dans l'écriture d'un film, un projet de film, vous avez intérêt à aimer votre histoire parce que vous allez vivre avec pendant 4 ans. Ouais, donc tu as intérêt à aimer ton histoire. Bah, c'est pareil pour Hmm. un boulot, un job, une boîte. Tu as intérêt à aimer ton truc, hein. Si c'est juste pour faire joli dans les dîners ou parce que tu en as marre de la vie, ça tiendra pas. Je Mhm. crois, hein. Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. 1h40, tu sais Donc, qu'on parle depuis 1h40 là. Tu fais du c'est Thinkerview beaucoup audio en trop. fait, c'est ça. Mais, voilà. Mais je vais me faire engueuler encore, je te dis. Mais je m'en fous, au Ouais, final. Tu vois, je suis un peu comme toi. c'est- Je sais pas, je m'en fous parce que j'écoute quand même t'as bien ce qu'on me raison, dit. Pierre. Mais Ouais. cet échange-là, tu vois, c'est un échange unique, c'est un moment unique. Et puis, après, voilà, tant que ça m'intéresse, je Bah continue. écoute, moi ça me va. Et tant que mon invité me dit pas, bon, écoute, c'est bon, là, ça va. Non, mais là, on arrive à la fin. Je te Non, mais confirme. ça va, hein, j'ai pas de soucis. C'est pas que tu commences à m'emmerder, mais non, c'est pas ça du tout. Il faut savoir raison garder. Et puis, en plus de ça, j'ai le questionnaire à la pivot à te faire passer derrière, donc ça D'accord. va prendre encore un petit peu de temps, ça. Ok. Parce que, tu vois, tout ça, enfin, c'est hyper passionnant. T'as raison de dire que tu vis pleinement et t'es un aventurier de la vie et ça te rend passionnant et voilà ouais tu t'en rends peut-être pas compte mais je trouve que t'as une belle vie enfin voilà Ah bah écoute. c'est en tout cas de pouvoir l'entendre et comme ça de la partager c'est vraiment sympa moi Je je mets reste sur juste l'idée quand le même petit d'un bémol évidemment d'usage, c'est que c'est la belle vie que je raconte, qui est vraie et qui masque tout ce qui se passe derrière chaque jour, de chaque minute, de chaque heure, qui est exactement comme toi et comme tout le monde. La ouais vie de famille, la maladie, les problèmes, les parents, les enfants, les ouais drames, enfin, tout le merdier le qu'on porte tous, merdier, ouais. tout le monde là. C'est pour ça, tu vois, que si, comme on a ce tronc commun du merdier, si on peut rendre le non-merdier intense et joli, d'une belle histoire, voilà, c'est juste ça l'histoire. Ça Voilà. rend pas la vie On magique, finira hein, sur cette note de philosophie scatologique. voilà. Et alors, Ouais, Cyril, Pierre. quel est ton mot préféré? C'est horrible parce que c'est amour.
Je sais, c'est Oh, tellement. chouchou, c'est un Mais je mot. sais, c'est tellement Céline Dion, c'est tellement C'est Miss Dion. Normandie. On dit de moi que j'aime le violon. Et, je voudrais faire la paix dans le monde. Miss Normandie, elle a l'accent du Sud, quand même. Mais ouais, mais oui, c'est vrai. T'as raison. Non, mais je sais pas, je te jure, j'adore ce mot. Je trouve. Et puis c'est pour l'amour qu'on fait Ouais, tout. non, mais il est beau, les lettres sont jolies, c'est mou, c'est ou, c'est des bisous. Non, mais c'est ringard, je sais. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Sinon, il y a Pangolin. J'aime bien Pangolin. Ah ouais, puis c'est d'actualité en plus. Qu'il est bête. Bon. Le mot que vous détestez, le mot que tu détestes, Cyril. Quand j'ai commencé à écrire, je détestais le mot électricité. Je savais jamais où mettre les E et les I. Et je trouvais que ça rendait les textes pas poétiques, que ça les rendait modernes, ça les rendait moches. Et que pendant des années, je refusais les mots moches dans les textes. Je voulais pas qu'il y ait d'électricité, de radiateur, de câbles. Une fois de plus, avoir de l'élégance, Ouais, il monsieur. fallait que ce soit poétique et agricole, pas moderne. Ouais, je comprends. Le son, le bruit que tu aimes. La mer, encore une fois, je fais dans le classique, mais j'en Mhm. ai besoin Ah, physiquement. mais c'est ça, c'est Miss France Ouais, c'est aujourd'hui. Miss France, mais j'ai besoin de l'amour et de la mer, moi. Moi, j'ai besoin d'aller au bord de la mer. C'est vital. Je suis l'homme de l'Atlantide. J'ai un slip jaune et si tu me donnes, si j'ai pas la mer, je meurs. Donc là, en ce moment, je meurs. Tu vois? Et le Mhm. bruit de la mer, le ressac, les vagues, mais je peux rester 12 heures, quel que soit le temps. Puis avec un bel attachement au Ouais. sud-ouest c'est quoi, c'est le Pays Et Basque ouais, c'est le Pays Basque, c'est Saint-Jean-de-Luz, mais j'aime aussi, j'adore la Normandie et la Bretagne aussi, enfin toute la côte ouest. Ouais. Le Et son ou le bruit que tu détestes. le son que je déteste, c'est l'acouphène que j'ai. Parce que j'ai des Un acouphènes et acouphène. j'entends l'autoroute. Donc ça, c'est pénible. Pourquoi tu es à côté d'une autoroute? Comment? Elle est bonne, non? Non, non, de temps en temps, j'ai des acouphènes. Heureusement que c'est des acouphènes sourds de bruit d'autoroute. Il y en a, c'est des trucs stridents. Moi, c'est comme un bruit. Eh mais oui, il y a une note dans ton bouquin Bah là-dessus en oui, en plus, je fait, suis j'ai con. acheté une maison de campagne il y a 10 ans et c'est vrai que régulièrement, je demandais à mes enfants et à ma femme, mais vous entendez l'autoroute, vous, et tout? Et ils étaient là, mais non, mais non, mais non. Et j'ai réalisé là-bas, à la campagne, que j'entendais l'autoroute. Alors, or, ça fait chier, quoi. T'achètes une maison de campagne pour être au calme et t'entends l'autoroute dans ton oreille, quoi. Mais ça se soigne ou il y a un truc Non, comme il n'y ça a ou pas pas? vraiment à soigner les acouphènes. Mais ça part, D'accord. ça revient souvent avec la fatigue et tout, là, ça va. J'ai pas trop. Mais je déteste cette sensation, quoi. D'avoir quelqu'un qui fait du bruit dans ton oreille, c'est désagréable. Ah, tu m'étonnes. Euh, le juron, gros mot ou blasphème favori? Ta mère en short. C'est moins élégant que tout ce qu'on a Ouais, pu non, avoir mais j'adore. précédemment. J'adore visualiser. D'accord. Euh, la citation que tu aurais aimé prononcer. De toute façon, dès qu'il y a une citation, c'est Oscar Wilde, mais c'est Oscar Wilde donc, et c'est Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà. Moi, je j'ai pas vu mieux que Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça m'a souvent sauvé au moment où je me prenais pour un autre. Tu vois, en disant ah putain, j'aimerais bien. Non, non, arrête, stop, c'est fait, next. Aujourd'hui, t'es vraiment toi? Oh non, j'ai tellement d'influence, d'envie, de rêve et tout. Mais ouais, Ouais. ça, je m'améliore quand même. C'est un chemin, c'est une voie au moins. Ouais, ouais. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Alors, j'ai pensé à un truc. Euh, je l'ai écrit cette nuit. Alors, je suis désolé parce que là, ça va du coup, il faut que j'ai retrouvé la note. Mais c'est génial, ça veut dire que tu as lu mon pré-briefing. Ouais. Il me dit, tu t'es bien foutu de ma gueule, mais je t'en veux pas, c'était drôle. Voilà. Ah, c'est joli. Ouais, c'est très Et joli. surtout qu'il m'en veuille pas. C'est ça qui est très bien. Et j'espère que voilà, si Dieu existe, je pense qu'il en veut pas aux gens. S'il est ce qu'on dit, il me pardonnera. Et puis, on pardonne beaucoup à ceux qui sont drôles. Oui, bah écoute, ouais, je sais pas. Peut-être. Pas que drôle. Ouais. Ouais. Cyril, je te remercie encore une fois infiniment du temps que tu as bien voulu nous consacrer, me consacrer. Mhm. Un plaisir. Ça a, en tout cas pour moi, tenu toutes ses promesses. Voilà, c'était juste un moment super sympa. Si les gens veulent te joindre et s'ils veulent t'avoir en conférence, s'il y a des producteurs de théâtre, Non. comment Non, on les te producteurs, contacte? laisse tomber. Les producteurs, c'est moi. Je produis mes pièces.
Ah, ok, d'accord. Pour les conférences, volontiers. J'ai une grosse conférence sur la créativité, justement, qui dure 1 heure et demie, 2 heures, qui est vraiment, je pense, bien. Et ils peuvent, alors là, tout est bon. Ils peuvent passer par toi, ils peuvent m'écrire par email, par Twitter, par LinkedIn. C'est vraiment là, au jour de nos jours, si tu n'arrives pas à me joindre, c'est que tu es un T'es dans moine. une grotte et que t'as pas de Non, Wi-Fi. c'est que tu es dans une abbaye trappiste et que même eux, ils m'envoient des mails, donc tu Et- vois, ils font du spam. C'est vrai. Donc voilà, c'est facile je suis facile à joindre. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien vers au moins ton profil Ouais. LinkedIn et tes diverses comptes. Mhm. Donc, encore un grand Mais merci, merci. Cyril. Je te souhaite tous les meilleurs. Et puis, finalement, j'aime bien aussi tout ça parce que tout ce qu'on s'est dit, ça résume, moi, une phrase qui me tient, qui est « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Voilà. Et n'abandonne jamais, c'est ça le truc. Et moi, c'est ça sur quoi je travaille, c'est la persévérance. Parce que c'est le revers de la médaille des tout fous, c'est que tu veux passer à autre chose. Et à un moment, il faut arrêter de passer à autre chose. Il faut faire des trucs jusqu'au bout. Tu vois, on a des choses à faire encore. Ouais, exactement. Bon, merci Tous à toi, Pierre. les Merci quatre à verbes. toi. J'espère qu'on va se voir très vite dès que ça ressort. Yes, merci Salut, Cyril. Pierre. Bye bye. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.